En 2003, je vivais dans le sud-ouest de la Virginie, aux États-Unis, dans une petite ville de montagne. La ville avait été une ville minière pendant des générations et existait depuis les années 1800. Après avoir vécu pendant plus d'1 an au sous-sol de la maison de la mère de ma petite amie, nous avons décidé qu'il était temps d'avoir notre propre logement. Le lieu que nous avions choisi de louer était la deuxième maison que nous avions visitée. C'était une maison en briques à 2 étages qui existait depuis bien plus de 100 ans. Elle était idéalement située en face d'une banque, d'un restaurant et d'une épicerie. Les propriétaires rassemblent et rénovaient la maison pour créer un appartement au rez-de-chaussée et un à l'étage. L'appartement que nous avons choisi était celui du rez-de-chaussée, et même s'il coûtait $50 de plus par mois, cela ne nous dérangeait pas. Nous avons signé un bail d'1 an et avons emménagé. Alors que nous nous installions dans notre nouveau chez nous, tout ne pouvait pas aller mieux. Personne ne vivait dans l'autre appartement, et c'était incroyablement paisible compte tenu de son emplacement. Pendant le premier mois, tout était normal, à part les petits grincements et bruits habituels d'une vieille maison. Une nuit, tout a changé, aussi rapidement qu'on retourne une pièce. Assis dans notre salon à regarder la télévision, nous avons commencé à entendre des bruits de pas bien distincts dans l'appartement à l'étage. Au début, j'ai cru que quelqu'un allait emménager à l'étage et nous étions impatients de découvrir nos nouveaux voisins. Nous avons décidé d'aller nous asseoir sur notre véranda commune et d'attendre une occasion de nous présenter. Au bout d'1 heure ou 2, nous avons abandonné et sommes rentrés à l'intérieur pour nous coucher. Pendant la semaine suivante, nous avons continué à entendre quelqu'un marcher, mais nous n'avons jamais vu nos nouveaux voisins. À cette époque, j'avais un travail qui m'obligeait à faire différents horaires. Un soir en particulier, je suis rentré à la maison et ma petite amie m'a demandé si je pouvais peut-être parler à notre voisin, à propos de tout le bruit que nous entendions. J'ai accepté et je suis allé frapper à la porte. Après avoir frappé plusieurs fois, personne n'a répondu et j'ai abandonné. Je suis sorti devant pour fumer une cigarette et j'ai réalisé que je n'avais jamais vu de camion de déménagement et qu'aucun nouveau véhicule n'était garé devant. Et peut-être encore plus étrange, les lumières de l'appartement ne semblaient en jamais allumées la nuit. À la fin du 2e mois, lorsque j'ai déposé mon loyer chez le propriétaire, j'ai demandé des nouvelles de nos nouveaux voisins et on m'a dit que l'appartement n'avait pas encore été loué. J'ai parlé des bruits à notre propriétaire. Il a dit que des animaux sauvages avaient dû entrer d'une manière ou d'une autre et qu'il passerait jeter un œil à la situation. Il est devenu un samedi et nous avons inspecté l'appartement vide à l'étage sans rien trouver. Il m'a dit que ça devait être le bruit d'une vieille maison et que je devais simplement l'accepter. Je savais qu'il devait se passer autre chose, mais j'ai vu de mes propres yeux que rien ne pouvait produire ces bruits. La vie a continué et les bruits se passent aussi. Quelques semaines plus tard, nous avions des amis à dîner quand les bruits de pas ont recommencé. Mon meilleur ami a commencé à faire remarquer à quel point pendant nos voisins étaient mains bruyants et je lui ai expliqué ce qui se passait. Il était convaincu que quelqu'un devait s'introduire dans cet appartement la nuit. Avec un peu de courage liquide, nous avons trouvé une façon créative d'ouvrir la porte et sommes entrés inspecter. Encore une fois, l'appartement était vide et j'étais perdu. Nous avons verrouillé l'appartement vide, et c'est à ce moment-là que la conversation a tourné autour de la possibilité que la maison soit hantée. Et c'était quelque chose que nous devions simplement accepter. Cette conversation a duré quelques heures entre ma petite amie, nos 2 meilleurs amis et moi. Avec le recul, je regrette que cette conversation et cette exploration aient eu lieu, car le lendemain, tout a empiré. Nos amis se sont levés le lendemain et sont rentrés chez eux. Nous avons décidé de traverser la rue en direction de l'épicerie et avons passé l'heure suivante à faire des courses. En rentrant à la maison, nous avons déverrouillé la porte et sommes entrés dans notre appartement pour découvrir que toutes les portes et tous les placards de la maison étaient grands ouverts. Cela m'a donné des frissons dans le dos. À partir de ce moment-là, nous avons pris l'habitude de tout vérifier avant de quitter la maison. À chaque retour à la maison, il y avait un problème. Nous avons constaté que des portes fermées étaient ouvertes et que des lumières ou des ventilateurs s'allumaient ou s'éteignaient étrannement tout seuls. Ce n'était pas un problème électrique car les interrupteurs eux-mêmes étaient actionnés. Plus cela arrivait, plus nous étions inquiets. Mais nous étions sous contrat de location. Et même si les événements étaient étranges, cela ne semblait pas malveillant. Alors, nous sommes restés. Au fil des jours, cela s'est intensifié. Un soir, j'étais assis dans notre chambre d'amis, là où se trouve notre ordinateur. Ma copine entre et me demande ce qu'il me faut.
Confus, je lui demande ce qu'elle veut dire, et elle répond m'avoir entendu l'appeler par son nom. Je lui ai dit que je ne l'avais pas appelé, et elle m'a accusé d'essayer de lui faire une blague, ou de lui faire peur. La nuit suivante, je suis de retour dans la chambre d'amis, et je l'entends m'appeler par mon nom. Je me suis levé pour voir ce qu'elle voulait, sans qu'elle m'appelle, et elle m'a encore accusé de vouloir lui faire peur. À ce stade dans le temps, je commence vraiment à m'inquiéter, car des voix désincarnées, c'est jamais bon signe. Cela a continué pendant longtemps, pendant que nous vivions là-bas, et c'est arrivé au point où ma copine disait mon nom et je l'ignorais, car je pensais que ce n'était pas à elle au début. Pour la plupart des gens, cela aurait probablement suffi, mais pourtant, nous sommes restés. Après 4 mois là-bas, nous avons entendu frapper à la porte. J'ai ouvert la porte et une dame du même âge que ma petite amie et moi m'a accueilli. Elle a dit avoir vécu là avant la rénovation et que l'appartement était bien plus agréable maintenant. Nous avons admis que c'était agréable, puis demandé si elle avait déjà vécu quelque chose d'étrange là-bas. Elle a dit franchement « Oh, vous voulez parler des fantômes ?» Oui, nous parlions des fantômes. Elle a affirmé que la maison était définitivement hantée et qu'elle contactait les fantômes avec une planche Ouija quand elle y habitait. Ensuite, elle nous a demandé si nous serions prêts à emménager dans l'appartement à l'étage et à lui laisser le nôtre, car elle voulait retourner vivre dans la maison mais ne pouvait pas gérer les escaliers à cause de sa grossesse. J'ai refusé poliment car ma petite amie était partiellement handicapée après un accident et nous avions choisi cet appartement pour cela. Je voyais que la jeune femme était déçue en l'apprenant, mais elle est restée courtoise et nous a laissé son numéro au cas où nous changerions d'avis ou déménagerions, pour la prévenir. Le mois suivant, la situation était restée stable, ni aggravation ni amélioration. À ce moment, la jeune femme apparue à notre porte il y a 1 mois est revenue pour nous annoncer qu'elle emménageait à l'étage et a de nouveau demandé à échanger d'appartement. Nous avons poliment refusé, elle a alors emménagé. Pendant le mois suivant, les choses semblaient un peu s'améliorer. Nous n'entendions plus les voix, les problèmes de porte et lumières avaient cessé, et tout bruit à l'étage pouvait maintenant être expliqué. Alors que nous retrouvions une vie normale à la maison, l'activité a repris, pire que jamais. Maintenant, nous devions gérer tous les problèmes d'avant et de nouvelles choses se produisaient aussi. Parfois, dans le temps, on sentait une respiration dans son cou, alors qu'il n'y avait personne derrière soi. Nous avons commencé à voir des ombres bouger du coin de l'œil, et nous avons eu des problèmes d'ampoules qui grillaient prématurément, ainsi que des piles et des appareils qui se déchargeaient à une vitesse inexplicable. À ce moment-là, il nous restait moins de 6 mois sur notre bail et nous avons décidé que nous déménagerions à la fin de celui-ci. L'expérience que nous avons vécue dans cet appartement avait mis notre relation à rude épreuve. À ce moment-là, ma petite amie faisait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas rester seule à la maison pendant que je travaillais. Elle est allée plusieurs fois chez sa mère, y restant plusieurs jours à chaque fois. À chaque séjour chez sa mère, elle me demandait de rester avec elle plutôt que seule à la maison. Mais cela aurait ajouté 1 heure à mon trajet chaque jour. Je mentirais si je disais que je n'avais pas peur, mais je l'ai fait quand même. Un matin, je me suis réveillé après une nuit longue et presque sans sommeil. Allongé dans mon lit en tentant de me réveiller, j'entends des pas dans mon appartement alors que je sais être seul. En sortant discrètement du lit, j'aperçois ma petite amie devant la porte de la chambre. Cela m'a surpris car je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là. Je me lève et j'entre pour découvrir ce qu'elle fait à la maison, puis je me rends compte qu'elle n'est pas là. Je l'appelle en panique et explique que je viens de la voir dans l'appartement. Elle essaie de me calmer mais m'explique que ce n'était pas elle, car elle était encore chez sa mère à plus d'1 demi-heure d'ici. Maintenant j'ai peur et je me sens seul. J'ai décidé que c'en était trop et j'ai supplié ma copine de venir rester avec moi, s'il te plaît. Je n'aurais pas la force de le faire tout seul. Elle a refusé et a dit que les fantômes ou les démons ne se soucientent pas du nombre de personnes, et pour gérer mon stress, je me suis mis à fumer de l'herbe pour pouvoir me détendre. Mais ça ne m'a pas du tout détendu. Au contraire, ça n'a fait qu'augmenter mon anxiété. Cependant, ça m'a aidé à dormir, alors j'en ai fait une routine avant d'aller me coucher. Un soir, le gars chez qui j'achetais mon herbe est passé pour m'en déposer. Je lui ai donné mon adresse et je lui ai dit de frapper quand il serait là. Au lieu de frapper à la porte, il m'a appelé au téléphone. Il me dit qu'il est devant chez moi et que je ne devrais pas rester seul à la maison, que je devrais venir traîner avec lui un moment.
J'accepte et je sors pour le rejoindre, je monte dans sa voiture et alors qu'on s'éloigne, il me dit de quitter cet endroit tout de suite. Bien sûr, je lui ai demandé pourquoi, et il m'a dit que si je savais tout ce qu'il savait sur cet endroit, je n'y remettrais jamais les pieds. J'ai insisté pour en savoir plus, mais il n'a rien voulu me dire. Je suis maintenant vraiment terrifié, mais aussi curieux de savoir ce qui s'est passé dans la maison. À ce moment-là, il me restait 2 mois sur le bail. Je passe toutes mes nuits en ligne à chercher des infos sur la maison. Et un soir, un collègue s'est venu m'aider à chercher. J'étais étonné de voir tout ce qu'il m'a aidé à découvrir en si peu de temps. Nous avons trouvé l'âge de la maison, une photo de la maison qui était tellement ancienne que la rue principale devant chez moi n'était pas une route, mais une voie ferrée. Nous avons aussi trouvé un article sur un incendie dans la maison ayant causé la mort de l'occupant. Une fois que nous avons trouvé cet article et commencé à le lire, nous avons tous les deux commencé à entendre les voix de ce qui semblait être 10 enfants jouant sur mon porche. J'ai sauté pour voir ce qui se passait et au moment où j'ai ouvert la porte d'entrée, le bruit s'est arrêté et évidemment il n'y avait personne. Mon ami du travail a été tellement effrayé par cela qu'il est parti immédiatement et a refusé de remettre les pieds dans les entrées dans la maison. Je fais désormais des heures subvolontaires, juste pour éviter d'être chez moi. Un jour, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un camion de déménagement garé devant la maison. Ma voisine du dessus déménageait parce que les escaliers compliquaient sa grossesse. Elle m'a informé que sa mère passerait le lendemain pour récupérer les derniers objets restants. Cette nuit-là était étrange à cause du calme soudain qui régnait. Aucun bruit, aucune voix, rien du tout. Ça devait être la meilleure nuit de sommeil que j'avais eue depuis des années. Le lendemain, je suis dehors en train de tondre la pelouse quand la mère de l'autre locataire arrive. Elle me salue et nous parlons brièvement de sa fille et du bébé à venir. Après un moment, nous nous sommes séparés et elle est rentrée récupérer le reste des affaires de sa fille. J'ai proposé mon aide, mais elle a refusé. J'ai donc décidé de rester à proximité au cas où. Après 2 allers-retours vers sa voiture, elle m'a regardé et m'a dit qu'il ne lui restait plus que quelques oreillers à charger, et qu'elle avait hâte de sortir de cette maison lugubre pour la dernière fois. Nous avions déjà parlé de la hantise, vous voyez. Environ 2 minutes après qu'elle soit rentrée à l'intérieur, j'ai entendu un cri et le bruit de quelque chose dévalant les escaliers. Je suis allé voir ce qui se passait. La mère était apparemment tombée dans les escaliers. Alors que je voulais l'aider, elle m'a demandé de l'éloigner de la maison, affirmant qu'on l'avait violemment poussée dans les escaliers. Je l'ai aidée à rejoindre la voiture et elle m'a demandé de récupérer les oreillers qu'elle avait fait tomber. Elle a dit que si je ne me sentais pas à l'aise, il pouvait simplement rester là. En essayant de jouer les gros durs, je lui ai dit que j'allais les récupérer pour elle et je suis retourné à l'intérieur. Arrivé en haut des escaliers, j'ai pris les oreillers, redescendu en courant, claqué la porte, puis rejoint la mère. Elle était visiblement secouée et un bleu commençait à apparaître. Je lui ai demandé si elle voulait aller à l'hôpital, mais elle a refusé et m'a demandé si je pouvais la raccompagner chez elle avec sa voiture. Elle a dit que son mari me ramènerait. Je savais qu'elle ne pouvait pas conduire, alors j'ai accepté. Après 10 minutes, je l'ai déposée chez elle et son mari m'a ramené. Je suis désormais seul dans la maison, sachant qu'elle peut blesser. Ce soir-là, avant d'aller me coucher, je suis sorti sur le porche pour fumer une cigarette. En rentrant à l'intérieur, j'ai remarqué que la porte de l'appartement à l'étage était grande ouverte. Une partie de moi voulait simplement refermer la porte, tandis que l'autre pensait que je devais m'assurer que personne n'était là-haut. Je savais que j'avais fermé la porte plus tôt, et je me disais que si elle avait été ouverte, je l'aurais remarqué lors de l'une de mes nombreuses sorties ce soir-là. Finalement, j'ai décidé de monter à l'étage et de tout vérifier. Dès que je suis arrivé en haut des escaliers, j'ai entendu une voix étrange dire « J'ai descendu les escaliers aussi vite que possible. J'ai verrouillé la porte de l'appartement à l'étage, puis je suis retourné dans mon appartement, plus effrayé que jamais. Après m'être tourné et retourné pendant plusieurs heures, j'ai finalement réussi à m'endormir. Le lendemain matin, ma porte d'entrée était grande ouverte à mon réveil. J'avais 2 serrures, une sur la poignée et un verrou actionnable seulement de l'intérieur. Les 2 serrures étaient en position verrouillée. Pourtant, la porte était grande ouverte. Je perds la tête. Il me reste 5 semaines de bail et je ne me sens pas en sécurité ici. Je sais que je ne vais pas passer toute la journée seul dans la maison, alors j'ai décidé de prendre une douche et de me préparer à sortir pour la journée. Quand j'ai ouvert l'eau, rien ne s'est passé. J'ai appelé le propriétaire puisque l'eau était comprise dans le loyer.
Je suis allé sur la véranda pour l'appeler en fumant et j'ai vu que l'escalier du sous-sol était inondé. J'appelle le propriétaire et il me dit qu'il est hors de la ville et qu'il garde une clé du sous-sol cachée dans chacun des appartements en cas d'urgence. Je prends la clé, je coupe l'eau de la maison et en le faisant, je me rends compte qu'un tuyau en plastique ou en polychlorure de vinyle s'est cassé. Je savais pouvoir le réparer, alors je l'ai proposé. L'heure passée dans ce sous-sol fut horrible. Il ne s'est rien passé pendant que j'y étais, mais j'avais très peur. J'ai eu une sensation très étrange, comme si on m'observait, ou que quelque chose allait surgir et m'attaquer. J'ai terminé le travail et j'ai enfin pu prendre ma douche. J'ai décidé d'aller passer la nuit chez la mère de ma copine, car j'étais bien trop stressé. Le lendemain, après avoir quitté le travail, je suis retourné à l'appartement en réalisant qu'il ne me restait plus qu'un mois dans cet endroit. Ce soir-là, j'ai dîné, je me suis assis et j'ai regardé la télé, et au milieu de mon émission, l'écran est devenu noir, puis il a clignoté en blanc, puis tout est redevenu noir. Tout ça pour les lettres M-O-U-R-I-R. Cela a duré environ 5 secondes, puis la télé s'est éteinte toute seule et ne voulait plus se rallumer. Le lendemain, j'ai laissé la télé chez le réparateur en allant au travail. La télé avait un peu plus d'1 an, et après le travail, je suis passé chez le réparateur qui m'a dit qu'il n'avait rien trouvé de techniquement anormal, mais qu'elle ne s'allumait pas. C'en était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Le lendemain, je suis allé à la banque et j'ai demandé un petit prêt immobilier qui a été approuvé. Je ne suis retourné dans cet appartement qu'une seule fois, le jour où j'ai déménagé. Ces expériences sont gravées en moi. Et même si j'ai vécu dans de nombreux endroits différents au cours de ma vie, aucun lieu ne reste gravé dans ma mémoire comme celui-là. Je me sens chanceux de n'avoir jamais été blessé physiquement, mais l'impact mental d'une telle expérience peut rester avec vous pour toujours. Je travaille pour une compagnie d'électricité, je rétablis le courant après les tempêtes. Je travaillais quand une dame s'est plainte que son électricité était coupée. Nous lui avons expliqué que c'est pourquoi nous étions là et qu'elle aurait bientôt de l'électricité. Elle a dit « Tant mieux, mon fils est descendu à la cave et je ne le retrouve plus ». Je l'ai accompagnée avec une lampe de poche jusqu'à une maison délabrée au bout de la route, qui était partiellement effondrée. Elle est entrée à l'intérieur et j'ai voulu la suivre. Dès que j'ai franchi la porte, elle a disparu de ma vue. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Alors je suis retourné en courant à notre camion de travail pour appeler à l'aide. Un homme de sa rue m'a interpellé pour me demander ce qui n'allait pas et je lui ai expliqué la situation. Il m'a regardé d'un air froid et a dit « Une mère et son fils sont morts dans cette maison il y a 4 ans. Je suis encore profondément bouleversé à ce jour. » Je vais partager avec vous quelque chose que je porte en moi depuis 24 ans et dont je n'ai pas vraiment parlé depuis mon enfance. Et je n'en ai jamais parlé dans un forum public comme celui-ci. Vous êtes libre de ne pas me croire. En fait, je vous encourage à douter de tout ce qu'on vous dit, peu importe la personne. Je partage cela avec vous parce qu'en vieillissant, j'ai passé 2 décennies à construire ma vie du mieux que je pouvais. J'ai porté un poids immense sur mes épaules que ni les thérapeutes ni les psychiatres ne considèrent autrement qu'au mieux comme une méthode de répression des souvenirs et au pire comme les délires d'un fou. Je ne vous en veux pas si vous tirez les mêmes conclusions. Je partage ceci sur ce que je considère être devenu l'endroit le plus public pour s'exprimer sur Internet dans le seul but d'essayer de me libérer du poids que j'ai porté toute ma vie. C'est plus une purification personnelle qu'une tentative d'intriguer. Et si personne n'entend cela et que ça tombe dans l'oubli, au moins je l'aurai sorti de ma poitrine. Je ne viens pas d'ici, et par ici je ne parle pas de l'endroit où je vis actuellement. Je parle de l'endroit où nous vivons tous. Est-ce que quelqu'un entend ça en ce moment ? C'est maintenant quelques jours après mon 30e anniversaire, et à cette période de l'année, ça me frappe toujours. Parce que j'ai commencé la maternelle le jour de mon anniversaire, quand j'ai eu 5 ans. À l'époque, je pensais que tout le monde faisait ça. Tu avais 5 ans et quand tu avais 5 ans, tu allais à l'école. Je ne me rendais pas compte que mon anniversaire coïncidait simplement avec le premier jour d'école. Et un peu plus d'1 an plus tard, dans environ 2 semaines, cela aurait fait 24 ans, jour pour jour, que tout mon univers avait disparu. Je suis né à San Diego et j'ai vécu dans une banlieue plus pauvre de San Diego quand j'étais enfant.
Je vivais dans un complexe d'appartements appelé Lemon Vine Apartments, qui était une version un peu plus délabrée des Lemon Vine Apartments situés à Lemon Grove, une banlieue de San Diego. Mes parents étaient divorcés, mais en bons termes. Ma mère, jeune et belle, m'a eu. Âgée d'un peu plus de 20 ans, elle rêvait de devenir mannequin et se rendait souvent à Los Angeles pour des séances photos. Elle faisait du mannequinat glamour pour des magazines. Elle avait la peau plus foncée car elle était un quart indienne. Indienne, pas amérindienne, et cela lui donnait un air exotique. Ma photo préférée d'elle enfant la montre posant en robe de mariée pour une entreprise de robes. J'avais l'habitude de dormir avec cette photo quand elle partait à Los Angeles et que je restais avec mon père qui travaillait pour la ville de San Diego. Ils partageaient en la garde de façon assez équitable et nous faisions même Noël ensemble en famille, même s'ils s'étaient en séparés quand j'étais encore bébé. Mon père, sa petite amie, ma mère, qui était au célibataire, et moi. Peut-être que les choses n'étaient pas aussi bonnes entre eux que je m'en souviens, mais j'avais 6 ans, donc s'il y avait des tensions en coulisses, ils ont bien réussi à me les cacher. Le 17 septembre 1996, je séjournais chez les parents de mon père à Riverside, en Californie. Ils avaient une petite ferme où ils élevaient tôt des poulets, des cochons et des chèvres. Pas de chevaux, de moutons ou quoi que ce soit d'autre, mais ma grand-mère avait plusieurs canards apprivoisés qui mangeaient en des graines dans la main, s'envolaient et revenaient chaque année comme une horloge. Mon père travaillait de nuit et ma mère était à Los Angeles, donc je suis resté chez mes grands-parents. À l'époque, les écoles étaient plutôt cool avec ce genre de choses, et on m'a donné un devoir un peu bidon, du genre de ceux qu'on donne à un élève de cours préparatoire qui vient juste de reprendre l'école après les vacances d'été. Le 17 était le 3e jour. Je restais chez mes grands-parents et mon grand-père m'avait dit de faire attention dehors, parce qu'il avait vu un serpent à sonnette et il ne savait pas où il était allé. Personne ne sachant où était passé le serpent mystérieux, à 6 ans j'ai décidé de le chercher. Avec du recul, laisser un enfant de 6 ans chercher un serpent à sonnette dans une ferme n'était sûrement pas dans le manuel parental de Hambourg, mais c'était pour les années 90 et il ne pensait sans doute pas que je réussirais. Il y avait des bois sur la propriété, mais je n'avais pas le droit d'y aller. Alors il devait improbablement penser que c'est là que le serpent s'était enfui. J'ai passé toute la journée dehors à jouer à l'explorateur de la jungle dans la ferme, essayant de retrouver ce serpent à sonnette, et à ma grande excitation, quand j'ai décidé d'ouvrir la maison du puits, qui, pour ceux qui n'en ont pas, ressemble un peu à l'une de ces boîtes électriques vertes du côté nord de la route. Il était là, enroulé, en train de faire son bruit de sonnette. J'ai immédiatement claqué la porte et j'ai couru chez mes grands-parents pour leur dire que je l'avais trouvé. Bon, c'est peut-être ma mémoire de 6 ans qui exagère, mais je suis presque sûr que le serpent faisait au moins 300 mètres de long à peu près. Je l'ai trouvé et j'étais impatient de l'annoncer à mon grand-père pour qu'il puisse faire ce qu'il faisait et sortir pour aller tirer sur la bête. Je suis entré en courant par la porte arrière, passant par la buanderie jusqu'à la cuisine. Je n'ai prêté attention à rien jusqu'à ce que je tourne à gauche et entre dans le salon, m'attendant à voir mes grands-parents, mon oncle et le couple voisin tous assis dans le salon là où je les avais laissés. Sauf qu'ils n'étaient sans doute pas là et ce n'était plus le même salon. Les meubles étaient complètement différents. Les meubles en bois dur, mémorables et inconfortables que mon grand-père aimait tant avaient disparu. La table basse qu'il avait fabriquée avec une souche d'arbre avait disparu, remplacée par un meuble moelleux, digne d'une grand-mère. Un canapé 3 places avec un motif floral dessus. La télévision était mal placée et plus récente que l'ancien téléviseur de grand-père, celui posé directement sur le sol dans un meuble bas. Les panneaux de bois dur sur les murs avaient disparu ou étaient au moins recouverts de papier peint bleu. Le parquet en bois dur avait été remplacé par une moquette épaisse, blanc cassé. Les photos de mon père, de mon oncle, de moi et de mes grands-parents avaient disparu des murs, remplacés par des tableaux et des photos de personnes que je ne connaissais pas. Aussi confus que j'étais par cela, j'étais encore plus déconcerté par l'absence de tout le monde. Dans mon esprit de garçon de 6 ans, j'ai accepté qu'ils aient pu complètement réaménager la maison pendant que j'avais passé la journée à chercher un serpent, mais je ne croyais pas du tout qu'ils m'auraient simplement laissé seul. Je n'ai vu personne partir, ni les voitures s'en aller. Alors je suis sorti par la porte d'entrée qui donnait sur le salon, comme c'est généralement le cas, et j'ai pensé qu'ils étaient peut-être allés voir les poules.
ou les cochons, qui auraient tous deux dû être visibles depuis le porche. Le poulailler avait disparu, l'enclos des cochons n'avait plus de clôture et aucun cochon n'était visible. À ce stade, j'étais plus que confus et je commençais à avoir très peur. Je ne voulais pas être seul. Je ne voyais personne. Même s'ils vivaient dans une petite ferme, les voisins qui étaient devenus habitaient et juste de l'autre côté du chemin de terre. Alors j'ai couru le long de notre allée en terre et j'ai traversé la route jusqu'à leur maison, en supposant que c'était là qu'ils étaient allés. Je me souviens d'avoir eu de plus en plus peur en courant vers leur maison et j'ai commencé à pleurer en voyant que leur maison n'était pas de la bonne couleur. Ce n'était plus la maison jaune délavée qu'elle était autrefois. Ce n'était même plus la bonne maison. J'ai quand même frappé à la porte. Je me souviens qu'à ce moment-là, je pleurais abondamment parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je m'essuyais sans cesse le visage, le salissant après avoir cherché des serpents sous des souches et des bûches tenant toute la journée. Quand la porte s'est ouverte, une femme d'une 50aine d'années a répondu que je n'avais jamais vu. J'ai juste commencé à pleurer de façon incontrôlable. Tout ce qui s'est passé après ce moment est en grande partie flou, parce que rien n'allait. Je savais où j'habitais. Je savais où j'allais à l'école. Je savais où habitaient encore mes grands-parents. Mais j'ai rencontré les personnes qui vivaient là, où habitaient maintenant mes grands-parents, et ce n'étaient pas mes grands-parents, en que je ne les connaissais pas. J'ai supplié qu'ils aillent chercher mon oncle et qu'ils lui disent qui j'étais, mais mon oncle n'était pas là. Après être passé par une série de policiers et de personnes en costume, j'ai été ramené dans la ville où je vivais, après avoir passé ce qui m'a semblé être 10 heures au commissariat local à essayer de contacter mes parents. J'avais retenu le numéro de la maison, mais j'ai précisé que mon père dormirait. Mais en appelant ce numéro, la personne au bout du fil ignorait qui j'étais et de quoi il parlait. On m'a demandé de donner mon adresse aux policiers et je suis resté assis au commissariat local pendant que la police de ma ville natale se rendait à mon adresse. Quand ils ont finalement rappelé le commissariat, on leur a dit que le nom de l'immeuble était incorrect. Les appartements Lemon Vine n'existaient pas, et l'adresse que je leur avais donnée correspondait à un complexe appelé Merritt Manor, et le numéro d'appartement que j'avais donné était inoccupé. Je pense qu'à ce moment-là, ils partaient du principe que j'avais donné le mauvais nom de l'immeuble et le mauvais numéro d'appartement. Mais en réalité, j'y habitais bien. Quand j'ai finalement été ramené dans ma ville natale après avoir été transféré plusieurs fois entre différents policiers, on m'a demandé de donner à nouveau mes adresses aux agents, puis on m'a conduit à l'endroit où je vivais. C'était tout. C'était mon immeuble. Mais comme tout le reste, il avait l'air étrange. Il avait une autre couleur et le panneau affichait désormais Merritt Manor au lieu de Lemon Vine avec un citron. J'ai emmené la police exactement là où j'habitais et ils ont dit que personne n'y vivait. À partir de ce moment, la police a essayé de contacter les voisins, qui me connaissaient tous. Aucun d'entre eux n'était la personne qu'il était censé être. Toutes les personnes qui sortaient de l'immeuble autour de moi étaient les mauvaises personnes, et elles ne me connaissaient pas. Dès lors, ils ont tenté de joindre mon père, ce qui aurait dû être facile puisqu'il travaillait pour la ville. Aucun employé de la ville ne portait apparemment ce nom. Alors que la nuit tombait, j'ai passé des heures assis au poste de police pendant qu'ils cherchaient quelqu'un qui me connaissait. Je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer et pleurer sans fin. Une femme en costume, détective ou employée du commissariat est restée plusieurs heures avec moi pour tenter de me calmer. Elle m'a donné un chien en peluche, un chiot dalmatien, qui ressemblait un peu à l'un des chiens des Santins dalmatiens, et elle m'a dit qu'il s'appelait Sparky. Elle a dit que je pouvais garder Sparky et que, lorsqu'il retrouverait mes parents, Sparky rentrerait à la maison avec moi et veillerait à ce que je ne me perde plus jamais. Elle a dit que c'était un bon chien et qu'il me protégerait si je prenais soin de lui. Pendant ce temps, ils ont essayé mon école. Je leur ai dit que j'allais à l'école Shawnee. C'était facile à trouver. C'était vraiment près de chez moi. Mais une école portant ce nom, comme vous l'avez deviné, n'existait pas. Mon école s'appelait maintenant, apparemment, l'école élémentaire Anza. À un moment donné, on m'a demandé si la police avait déjà pris mes empreintes digitales, et c'était le cas. En maternelle, toute ma classe avait eu ses empreintes digitales prises par la police dans le gymnase de l'école précisément pour cette raison. Sans surprise, cela n'a absolument pas aidé. Ils n'ont pas pu retrouver mes parents, mes grands-parents, mes voisins, mon appartement, ni même moi. Ils n'ont pas pu me retrouver.
J'étais trop jeune pour me rappeler mon numéro de sécurité sociale, mais je doute que cela ait compté. Ils m'ont demandé ma date de naissance, toute information pertinente qui pourrait les aider à découvrir qui j'étais et où était ma place. Rien de ce que j'ai dit n'a permis de trouver des infos sur moi. À un moment de la journée, j'ai été brièvement emmené aux urgences, la police pensant que j'avais pu subir une blessure à la tête. Après avoir été examiné par un médecin, ils n'ont rien trouvé d'anormal chez moi et j'ai été renvoyé au commissariat. J'ai fini par passer la nuit chez quelqu'un, je ne suis pas tout à fait sûr de qui c'était. Je suppose que c'était quelqu'un des services de protection de l'enfance. Je pleurais trop pour vraiment comprendre ce qui se passait. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir plusieurs fois au commissariat, puis encore une fois dans la maison où j'ai passé la nuit, malgré la femme chez qui je restais. Ce n'était pas la même que celle qui m'avait donné Sparky, qui faisait tout son possible pour me calmer. Je me suis tellement accroché à Sparky que je suis surpris de ne pas lui avoir arraché la tête. Je n'avais pas de photo de ma mère. Je ne comprenais pas ce qui se passait, et personne ne pouvait découvrir où j'appartenais. Cela n'avait aucun sens pour moi. Je n'avais que 6 ans, à peine. Je vivais là où je vivais. Mes parents étaient de mes parents, et mon école était mon école. Ils n'ont pas tous disparu en un seul jour. Entre les pleurs et les réveils, je suppliais juste de rentrer chez moi. J'ai supplié la dame chez qui je logeais de rappeler mon père. Je n'arrêtais pas de demander à rentrer chez moi. Au cours des jours suivants, j'ai été interrogé et questionné par différentes personnes, à différents moments, à différents endroits, à toute heure de la journée. Des policiers, des enquêteurs, des gens de service pour quand que je ne connais toujours pas, le monde des psychologues pour enfants, tout le monde sous le soleil me posait des questions. J'allais et venais entre le commissariat et la maison où je logeais, jusqu'à ce que finalement, quelqu'un me dise qu'il pensait avoir retrouvé mes parents et qu'il venait me chercher. Enfin, je rentrais à la maison. Enfin, tout cela était terminé. Enfin, je pouvais m'éloigner de tous ces gens étranges qui me posaient sans cesse la même question. Quand le couple s'est présenté au commissariat, mon cœur est tombé dans mes pieds. Ce n'étaient pas mes parents, mais ils avaient eu un fils qui avait disparu, et je correspondais assez bien à sa description. La femme s'est mise à pleurer en me voyant, parce qu'elle a tout de suite su que je n'étais pas son fils disparu. À ce moment-là, je n'avais plus de larmes. Finalement, les services sociaux m'ont récupéré et j'ai été placé en famille d'accueil pour quelques mois. La police a lancé une campagne invitant toute personne détenant des informations sur moi à se signaler. Ils ont pris ma photo au commissariat pour que les journaux la publient dans les actualités. Je n'ai pas lâché Sparky une seule seconde. Ils refusaient que je le tienne sur la photo car je ne l'avais pas à mon arrivée. Mais j'avais besoin de lui, et je faisais une énorme crise chaque fois que quelqu'un essayait de me l'enlever. Ils m'avaient leur remis les vêtements que je portais quand ils m'ont trouvé, mais depuis, ils m'avaient donné de nouveaux habits à porter. Pendant les mois que j'ai passés dans la famille d'accueil, des parents d'enfants disparus vinrent à la maison pour voir si j'étais leur enfant. Je n'ai compris ce qui se passait que plus tard, en y repensant adulte. Ils ne me sortaient pas simplement en demandant « Est-ce votre enfant ?» Ils étaient un peu plus subtils que ça. Les parents venaient me rencontrer et, en se rendant compte que je n'étais pas leur enfant disparu, ils repartaient souvent en larmes. En repensant à toutes ces familles qui venaient me voir, désespérées à l'idée de retrouver leur enfant, je me sentais tellement mal pour elles. Je n'arrive pas vraiment à expliquer ce sentiment, c'est comme de la culpabilité. J'aurais voulu être leur enfant pour qu'ils me ramènent chez eux. Ils auraient ainsi été en sécurité. La plupart de ces gens n'ont probablement jamais revu leurs enfants, mais j'essaie d'imaginer qu'ils ont tous été réunis, même si je sais que ce n'est pas probable. La culpabilité était l'une des choses qui m'ont poussé à rester en thérapie à l'âge adulte. Mais comme je l'ai dit, aucun thérapeute n'a jamais cru à mon histoire ou ne m'a cru. La croyance la plus courante qu'on m'a suggérée, c'est que j'ai été abandonné enfant et que j'ai vécu dans un foyer abusif, laissé sur le bord d'un chemin de terre au milieu des champs, et que j'ai refoulé tous les souvenirs négatifs de mon passé. Je ne suis pas resté définitivement dans cette famille d'accueil. Finalement, même si mon dossier n'était pas officiellement clos, il fallait que je commence à aller à l'école. J'avais besoin de papiers d'identité, alors on m'a remis un acte de naissance pour l'année que j'avais donnée. Mais le jour et le mois indiqués étaient le 17 septembre, le jour où on m'a retrouvé. Je n'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas simplement utilisé le jour et le mois de ma véritable naissance, mais j'imagine que c'est parce qu'ils pensaient que je ne le savais pas. Mon nom est resté le même.
J'ai commencé à aller à l'école sporadiquement. Un des psychologues pour enfants m'a conseillé de ne pas reprendre immédiatement le programme complet, soupçonnant un trouble de stress post-traumatique. J'ai été placé dans des classes spéciales et, au début, je n'étais obligé d'aller à l'école que 2 fois par semaine. Finalement, j'ai commencé l'école à temps plein et changé plusieurs fois de famille d'accueil. Je ne peux vraiment pas dire combien de temps s'est écoulé avant que cela n'arrive, mais finalement, j'ai été proposé à l'adoption. On ne m'a jamais vraiment dit que j'étais proposé à l'adoption, donc je ne sais pas combien de temps après on m'a retrouvé. Mais finalement, des gens ont commencé à venir me rencontrer. Mais ces personnes ne cherchaient pas un enfant disparu. Ils cherchaient à m'adopter. Mais je ne me présentais certainement pas comme un bon candidat. Mon histoire était invérifiable, et personne n'y croyait. J'insistais sur le fait que mes parents finiraient donc par me retrouver, et il ne se passait presque jamais un jour sans que je pleure jusqu'à en avoir les yeux brûlants. Cette histoire n'a pas de fin heureuse. Je n'ai jamais revu mes parents, et j'ai été pupille de l'État jusqu'à mes 18 ans, sans que ma vie n'évolue après cela. Mon adolescence a été marquée par la délinquance et un court séjour dans un centre pour mineurs à San Diego, nommé Chaparral. Je ne suis jamais allé à l'université, je n'ai vraiment commencé à remettre ma vie en ordre qu'à l'âge de 24 ans environ. Je n'ai jamais parlé publiquement de cela jusqu'à présent, du moins pas depuis que j'étais enfant et que je parlais à tous ceux qui essayaient de comprendre d'où je venais. J'ai toujours Sparky. Il est vieux, il est usé, il est toujours en un seul morceau, mais il n'est plus blanc. Il est maintenant d'un gris foncé. Il est posé sur ma commode et il était là, comme il l'a toujours été depuis que je suis ici. On m'a aussi posé quelques questions auxquelles je pense répondre maintenant. La première question est, qu'est-ce qui est différent dans les endroits d'où vous venez par rapport à là où vous êtes maintenant ? Je ne suis pas sûr. On m'a posé des questions sur les pays, États, lois, planètes, langues, tout ce qu'on peut imaginer. En fait, je ne sais pas vraiment. J'avais 6 ans. Les continents auraient pu être complètement différents et je n'en aurais eu aucune idée. Je n'étais pas particulièrement brillant non plus. Je veux dire, je chassais les crotales. Je pensais aussi que la Californie était un pays. Je peux affirmer que Bill Clinton n'était pas le président des États-Unis. Je ne me souviens plus exactement de son nom, mais on a dû l'apprendre à la maternelle. Je crois que son nom était peut-être Robert ou quelque chose comme ça. Je veux dire Robert Wilmer, mais ne me citez pas là-dessus. Bref, c'est mon histoire. Je doute que quelqu'un entende ça, et il est probable que ce soit enterré dans les 15 minutes. Mais maintenant, c'est dit et c'est dehors, et j'espère que je pourrai dormir avec un peu moins de poids sur les épaules. Vers 12 ans, je vivais avec ma famille dans un nouvel immeuble de grande hauteur qui semblait un peu bizarre. Plusieurs fois, lorsque j'arrivais à convaincre mes parents qu'il était normal de sortir et de me laisser regarder la télévision seul, je commençais à entendre des voix venant de la direction des chambres qui étaient identiques à celles de ma famille, ainsi que le bruit distinct des talons hauts de ma mère, aussi clair que le jour. Il y a aussi eu une fois où je me suis réveillé très tôt le matin et je suis allé dans le salon pour regarder une émission qui ne passait qu'à ce moment-là. 15 minutes après m'être assis sur le canapé, j'ai commencé à entendre un bruit de coups frappés sur la fenêtre en verre à quelques mètres derrière moi. Nous vivions au 3e étage. Il n'y avait ni arbre, ni fil, ni rien qui pouvait toucher la vitre. Il n'y avait pas de rebord pour que des oiseaux puissent y poser et aucun autre bâtiment devant la fenêtre non plus. Les coups ont continué pendant bien 10 minutes avant de s'arrêter soudainement. J'étais trop terrifié pour me retourner et regarder. Ça ne s'est jamais reproduit. Pendant cette période, ou à n'importe quel autre moment de la journée. L'appartement possédait aussi une petite salle de bain pour les invités en forme de couloir. Quand on entrait, il y avait 2 lavabos sur la droite et une petite pièce au bout de la porte avec les toilettes elles-mêmes. Cette petite pièce faisait vraiment peur à tout le monde. C'était supportable quand tu l'utilisais et que tu étais dedans, mais au moment où tu tournais le dos ou que tu en sortais, une sensation intense de peur absolue envahissait chaque fibre de ton être conscient et te criait de t'enfuir. Nous avons déménagé 1 an plus tard et, heureusement, nous n'avons jamais vu ce qui causait ces bruits. Ça me dépasse encore d'y penser, surtout en sachant qu'il n'y avait rien sur ce terrain avant que le bâtiment ne soit construit. Mon frère et moi avons maintenant la trentaine, et le sujet de la salle de bain est revenu sur le tapis.
Avant que je ne lui dise ce que je ressentais, il m'a avoué qu'il avait aussi très peur d'y aller, même si personne n'en avait jamais parlé à l'époque. J'ai vécu quelques expériences paranormales dans ma vie. J'aimerais finir par toutes les partager, mais celle-ci a été ma première expérience et elle m'a vraiment fait peur en grandissant. Je n'en ai pas parlé à beaucoup de gens, car c'est un peu difficile d'aborder ce que tu as vu comme un fantôme dans des conversations normales. Néanmoins, je voulais partager mon expérience avec vous tous pour savoir ce que vous en pensez. J'avais 12 ans à l'époque, et mes parents étaient au début d'un divorce assez difficile. Pendant environ un mois, mes frères et moi sentions qu'il y avait un problème. Mes parents avaient des disputes à voix basse jusque tard dans la nuit, avec parfois des éclats de voix. Ces disputes finissaient même souvent par le départ de ma mère, qui passait la nuit chez une amie. Une nuit, pendant cette période, je me suis réveillé au son de l'un de leurs éclateurs de voix. J'ai immédiatement remarqué qu'il faisait nettement plus sombre que d'habitude dans notre chambre. Nous dormions toujours porte ouverte et lumière du couloir allumée. Mais ce soir-là, ma porte était fermée. Ce n'était pas totalement inhabituel à cette époque, car mes parents fermaient notre porte quand ils se disputaient, pour essayer de ne pas nous réveiller. Alors que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, j'ai remarqué la silhouette d'une personne devant la porte fermée de ma chambre. La meilleure façon de le décrire, et soyez indulgente avec moi, c'est que c'était une forme gris foncé en forme humaine. Elle était semi-transparente et mesurait environ 1,63 pramar. La silhouette avait clairement une forme humaine, mais il n'y avait aucun détail. Je ne pouvais distinguer ni visage ni aucune caractéristique. Elle semblait avoir la forme, ou peut-être l'aura d'une femme, ce qui, je le sais, paraît fou. Sa transparence augmentait vers les genoux, et il n'y avait pas de pieds. Un peu comme le fantôme stéréotypé de Casper, mais sans la petite queue. Il restait immobile, mais semblait bouger intérieurement, telle une brume tourbillonnante. Je distinguais une silhouette et une forme bien définie, et je savais que c'était anormal. J'étais terrifié. Je suis resté figé dans mon lit, les yeux fixés sur ce qui était dans ma chambre, pendant ce qui m'a paru une éternité. J'avais l'impression qu'il me fixait tout le temps, et qu'il savait que je l'avais vu. Je pouvais encore entendre les disputes étouffées de mes parents dans la cuisine, et j'ai décidé que les rejoindre était ma seule option pour être en sécurité. Mais cette chose dans ma chambre était entre eux et moi. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai couru. Je me souviens encore très bien d'avoir couru aussi vite que possible vers la silhouette, prêt à l'impact, la voyant disparaître en la traversant et me heurter à la porte de ma chambre, ce qui est plutôt drôle avec le recul. Je suis resté calme, j'ai ouvert la porte de ma chambre et couru jusqu'à la cuisine. Quand je suis arrivé dans la cuisine, ma mère venait de partir et mon père fermait la porte du garage. Je ne me souviens vraiment pas de ce que je lui ai dit, mais je sais que je ne lui ai pas raconté ce qui venait de se passer. J'ai juste dit que j'avais fait un cauchemar et que je voulais dormir avec lui cette nuit-là. Il a accepté et nous sommes allés à sa chambre. Je me souviens m'être accroché à lui en passant devant ma chambre et lui avoir demandé ce qui se passait. Mais le reste de la nuit s'est déroulé sans incident. Mes parents se sont officiellement séparés environ une semaine plus tard, et pendant les mois qui ont suivi, j'ai eu énormément de mal à dormir chez mon père. Je me réveillais la nuit et fixais souvent la porte, cherchant la silhouette qui m'observait. La plupart du temps, quand cela arrivait, je courais dans la chambre de mon père et je me glissais dans son lit. Je me rappelle qu'il me demandait ce qui se passait, mais je ne lui disais rien, disant seulement que j'avais peur. Je suis sûr qu'il attribuait cela aux difficultés d'un enfant face au divorce. J'ai 27 ans maintenant, et il m'arrive de repenser à cette expérience de temps en temps. J'ai raconté cette nuit-là à mes parents il y a quelques années, et ils ont tous les deux vécu leurs propres expériences dans le paranormal, sans rapport entre elles au cours de leur vie, donc ils sont ouverts à la possibilité que j'ai vraiment vécu une expérience paranormale cette nuit-là. Mon père y croit un peu plus que moi. Chaque fois que nous avons parlé de cette nuit-là, elle devient un peu étrange et dit que j'aurais pu rêver tout ça. Mais je sais ce que j'ai vu. Avec le recul, je ne pense vraiment pas que c'était un être négatif. J'avais peur à ce moment-là, mais je n'ai jamais eu l'impression qu'il voulait me faire du mal. Je pense que j'avais surtout peur de ne pas savoir ce que c'était et de savoir que ce n'était pas normal. Parfois, j'ai l'impression que ça aurait pu être un membre de la famille, peut-être ma grand-mère qui était décédée et qui veillait sur mes frères et moi pendant que nous dormions, ou pendant que nous traversions le divorce.
Peu importe ce que c'était, cela a vraiment changé ma vie. Et je voulais partager cela avec vous tous. Quand j'étais enfant, ma famille a prévu un voyage à New York. Nous allions prendre le train jusqu'à New York depuis l'Oklahoma. La gare la plus proche étant au Kansas, nous avons d'abord dû y aller en voiture. Nous avons quitté notre maison tôt le matin avec beaucoup de temps devant nous pour attraper notre train, qui partait à 9 ou 10 heures du soir. Après une journée de route, nous sommes arrivés au Kansas, mais nous nous sommes totalement perdus en cherchant la gare. Pendant des heures, nous avons roulé sur des routes de campagne désertes qui semblaient interminables. C'était dans les années 90, bien avant le système de positionnement global ou que la plupart des gens aimaient des téléphones portables. Nous n'avions qu'une carte inutile. Ces routes étaient vraiment désertes, il n'y avait rien. Pas de station-service, pas de maison, pas de magasin. Juste des prairies à perte de vue, absolument sans fin. Il faisait maintenant nuit et il faisait noir complet à cause de l'absence de lampadaires, d'autres voitures ou de bâtiments. Toute la zone semblait complètement morte et abandonnée. Finalement, avec environ 20 minutes d'avance avant le départ de notre train, nous sommes tombés sur un vieux bâtiment avec un téléphone public à l'intérieur. Le bâtiment délabré semblait abandonné, mais avait peut-être été une station-service autrefois. Ma mère est sortie de la voiture et a appelé la police. À ce moment, nous, les enfants, pleurions et paniquions, craignant de rater le train. Nous n'avions jamais pris le train et étions très excités par ce voyage depuis des mois. Mon père était de très mauvaise humeur parce que nous avions conduit toute la journée pour arriver à l'heure et nous aurions dû arriver à la gare il y a des heures. Il ne nous restait que quelques minutes pour obtenir de l'aide et trouver la gare. Il semblait absolument impossible que nous arrivions là-bas à temps. Il n'y avait personne aux alentours et nous savions qu'il faudrait une éternité à la police pour arriver jusqu'à nous, ici au milieu de nulle part. C'est à ce moment-là que les choses le sont devenues étranges. Ma mère a raccroché le téléphone et était revenue à la voiture. Lorsqu'elle s'est montée et a fermé la porte, un policier est soudain apparu. Je te jure, il n'y avait rien sur cette route pendant des kilomètres. Il n'y avait absolument aucun moyen pour la police, au téléphone, d'avoir envoyé quelqu'un dans le temps qu'il a fallu à ma mère pour raccrocher et faire quelques pas jusqu'à notre voiture. Même si le policier avait été dans le coin, il lui aurait quand même fallu quelques minutes pour recevoir l'appel sur sa radio. Je vous assure qu'il ne s'était passé que quelques secondes après qu'elle ait raccroché. Pourtant, le policier savait tout sur nous. Il savait que nous avions appelé, perdu et cherchions le commissariat. Il était très gentil et nous a dit de le suivre, précisant qu'en respectant la vitesse, nous n'y arriverions pas. Je me souviens très bien de ça, parce que ce n'est pas quelque chose qu'un policier dirait normalement. Il ne ressemblait pas du tout à un policier ordinaire. Il semblait tout savoir sur notre situation, presque comme s'il nous connaissait personnellement. Nous avons suivi le policier hors du parking désert, et en quelques secondes, nous étions dans la gare. Elle semblait surgir de l'obscurité comme un mirage. Il n'y avait eu aucun panneau l'indiquant, et il n'y avait absolument rien d'autre aux alentours. Nous sommes arrivés au train avec environ 10 minutes d'avance en l'attendant. À ce jour, nous en parlons encore en famille et nous nous demandons comment il a été possible que les policiers arrivent jusqu'à nous aussi rapidement sur une route de campagne sombre et déserte, sans rien autour à des kilomètres là, à la ronde. Nous ne savons pas non plus comment nous étions si près de la gare. Ma mère pense que le policier était un ange, et je ne sais pas quoi en penser. C'était l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vécues. Et à ce jour, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, ni qui était ce policier, ni comment nous sommes arrivés à la gare cette nuit-là. En octobre, j'ai réservé une visite pour mon petit ami et moi avec une entreprise formidable au Canada. J'ai déjà visité avec eux et j'aimais leur manière de raconter, leur connaissance de l'histoire et de ma région. C'était une belle activité de plein air, respectant la distanciation, pour mon petit ami et moi. La visite était une nocturne d'un village pionnier historique avec des bâtiments des années 1800. J'y étais déjà allé plusieurs fois, car c'est un lieu très populaire pour les sorties scolaires, regroupant de superbes bâtiments historiques de toute ma province, déplacés pour former un village reconstitué. La visite se passait très bien, et le guide racontait des histoires et des anecdotes historiques intéressantes. Nous avions visité les granges, les anciens moulins, la maison de la première famille installée là, l'église et le cimetière. Je n'avais rien ressenti cette nuit, sauf une hyper-conscience de mon environnement. Mais alors que nous approchions d'une maison,
le guide a demandé si nous voulions entendre la prochaine histoire à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Le groupe a répondu avec enthousiasme « à l'intérieur » et le guide a dit « Très bien, sachez simplement que vous avez fait ce choix ». En entrant dans la maison, je me suis immédiatement senti mal à l'aise. L'intérieur semblait lourd et l'énergie était poisseuse. En avançant dans une pièce, j'ai senti ma tête commencer à me lancer. J'ai dit au guide « Je n'aime pas cette maison, j'ai mal à la tête ». Une autre femme du groupe a signalé des maux de tête et des étourdissements. Le guide m'a dit que beaucoup de gens ressentaient la même chose et qu'il y avait même eu des personnes qui s'étaient en tête évanouies dans la maison lors des visites et il nous a encouragés à sortir si nous nous sentions ainsi. J'ai ressenti une force qui appuyait sur mes épaules, les pressant vers l'intérieur comme si la maison s'effondrait sur moi, me comprimant de toutes parts. Je n'avais jamais ressenti cela et j'ai parlé en quittant la maison avec mon petit ami. Il m'a suivi pour s'assurer que j'allais au bien. Dès que j'ai franchi le seuil de la maison, mes palpitations, mon mal de tête et la pression ont disparu comme si on les avait enlevés de moi. Alors que je me retourne pour peut-être rentrer dans la maison parce que je me sentais un peu idiot et que je voulais entendre l'histoire, mes pieds ne me laissaient pas y retourner. J'étais physiquement incapable de déplacer mon corps en direction de la porte. Le guide a fini de raconter l'histoire de la maison et est sorti pour me raconter l'histoire et s'assurer que j'allais bien, pendant que le reste du groupe terminait de regarder et de prendre des photos au flash pour voir s'ils pouvaient capturer des images d'âmes disparues. Il s'avère que la maison appartenait à un révérend plutôt colérique et qu'elle était à l'origine située dans ma ville natale à environ 1h30 au nord. À quelques rues de l'endroit où j'ai grandi en fait. Elle a été déplacée dans la ville historique. Le révérend colérique frappait les gens avec une Bible en affirmant qu'il allait leur enfoncer la parole de Dieu dans la tête. C'est le moment où j'ajoute que je ne crois pas forcément en la religion et que je me considère plutôt comme agnostique. Ils ont également bloqué le haut de la maison parce que tant de personnes ont été poussées dossées dans les escaliers par des mains invisibles. Des enfants ont également rapporté que l'homme à l'étage ne veut pas que nous soyons ici. Le reste de la visite s'est déroulé sans autres expériences, mais c'était vraiment la chose la plus étrange que je ne puisse pas expliquer. Je suppose que le révérend n'aimait pas avoir une femme agnostique et sans Dieu dans sa maison. Je travaillais dans la musique et j'ai fait des tournées avec ce groupe. Le guitariste du groupe, qui s'appelait Josh, avait un meilleur ami nommé Matt qui est décédé il y a quelques années. Il parlait toujours de ce gamin et il avait l'air d'un type génial. Josh rêvait souvent que Matt se tenait dans une rue abandonnée, apparemment métaphore du purgatoire. Josh avait toutes ses conversations avec Matt dans ses rêves et comme il avait fait une overdose de façon inattendue, il avait l'impression que son esprit n'arrivait pas à passer à autre chose. À la fin du rêve, Matt prenait une ampoule du lampadaire de la rue où il se tenait au milieu. Josh décrivait ses rêves avec un niveau de détail extrême, et je pouvais pratiquement imaginer à quoi ressemblait la rue. Avançons rapidement jusqu'à environ 6 mois de tournée avec ces gars-là. Ils sont de grands fans de Bright Eyes et voulaient encore s'arrêter à Cassadaga, en Floride, car le chanteur de Bright Eyes y a écrit un album, et c'est un endroit vraiment étrange et spirituel. Il peut être utile de préciser que 6 des 7 personnes avec moi étaient tâtées. On arrive à Cassadaga vers 2-3 heures du matin et on fait un tour en voiture. Soudain, ce chien noir surgit sur la route, s'arrête et nous fixe. Les gars du groupe étaient tous mal à l'aise et disaient en des trucs du genre « Oh, suivez le chien, il essaie de nous montrer quelque chose. » Et dans ma tête, je me disais « Ces gars-là sont des idiots. » On a suivi le chien sur quelques pâtés de maison et il marchait assez lentement. Tout à coup, on tourne dans une rue et le chien s'enfuit. On essaie d'accélérer, mais Josh dit « Arrête la camionnette. » C'est ici. Nous sommes tous confus. Il descend de la camionnette et observe autour de lui. C'est la rue de mon rêve. On traîne là pendant environ 15 minutes et la façon dont il a décrit la rue, avec des maisons à gauche et un parc à droite, c'était clairement une rue. Celle du rêve. On remonte dans la camionnette, un lampadaire s'éteint, puis on part. Il a affirmé qu'il n'avait plus jamais fait de rêve à ce sujet. Et c'était la fin de toute cette histoire. Pour vous donner un peu de contexte, nous sommes un jeune couple de professionnels, la fin de la vingtaine. Et cela s'est produit il y a 3 ans. Personnellement, j'ai toujours cru au paranormal,
car j'ai eu quelques expériences en grandissant. Mon père travaille également comme médium et enquêteur paranormal. Il m'a appris à toujours être sceptique et à chercher une explication logique. Mais mon éducation m'a aussi ouvert l'esprit. En revanche, mon partenaire Andy n'est pas du tout croyant en ce genre de choses. Il peut parfois être assez cinglant sur ce sujet. Nous cherchions à nous rapprocher de mon travail dans une ville appelée Stroud, dans le comté de Gloucestershire, en Angleterre. Nous avions 2 chats, donc il était difficile de trouver un propriétaire qui acceptait les animaux. Après un mois de recherche, cette magnifique propriété est devenue disponible. C'était un cottage du XVIe siècle en périphérie de la ville. Elle avait été utilisée comme moulin à houblon au XVIe et XVIIe siècle, puis avait été transformée en habitation vers le milieu des années 1800. Dès que nous sommes entrés, nous en sommes tombés amoureux. Elle avait 2 grands salons au rez-de-chaussée, une cuisine spacieuse et 3 grandes chambres d'une chambre territoriale mais à l'étage. Il y avait aussi une petite porte étrange sous l'escalier qui menait à un immense sous-sol. En me promenant pendant la visite, je me sentais un peu tendu, car l'atmosphère dans une chambre à l'étage et dans le salon du rez-de-chaussée était un peu lourde. Je me suis rappelé que c'était probablement juste dans ma tête, et nous avons quand même versé la compte pour que la maison soit à nous. Le jour de l'emménagement, le propriétaire nous a tout expliqué. Il a mentionné que l'escalier n'était pas d'origine, qu'il avait été récupéré dans un théâtre à Oxfordshire et installé dans la maison. Il était très doué pour travailler le bois. Cela peut paraître anodin, mais nous avons eu des expériences sur cet escalier, alors je me demande s'il gardait une énergie résiduelle. Nous avons emménagé, et c'était aussi stressant que n'importe quel jour de déménagement. Nous étions tous les 2 épuisés le soir venu, et une fois le lit installé, nous avons décidé d'aller nous coucher tôt. Nous avons choisi une chambre à l'arrière comme chambre principale, celle où j'ai ressenti cette atmosphère pesante, car c'était la plus grande et on n'entendait pas la route depuis là-bas. La maison était située juste sur une route principale qui menait aux collines des Cotswolds. Nous étions allongés en discutant quand j'ai senti l'atmosphère devenir lourde et sombre. J'ai dit cela à Andy, qui a répondu que j'étais juste fatigué. Puis de petit à petit, j'ai commencé à voir de petites fentes et des lumières bleues apparaître dans l'air. Elles étaient à peu près de la taille d'une pièce de 5 pence et apparaissaient en glissant lentement dans l'air, laissant derrière elles une traînée lumineuse. Je les ai montrées à Andy et j'ai été surpris quand il m'a dit qu'il pouvait les voir aussi. Nous étions dos à la route, donc ce n'était sûrement pas des phares de voiture, d'autant plus qu'elles bougeaient en arc et de façon erratique. Cela a duré environ 10 minutes, puis elles se sont lentement estompées et l'atmosphère est redevenue normale. J'ai été surpris que nous l'ayons tous les 2 vue. Andy a pris une photo que vous pouvez voir à l'écran. À partir de ce jour-là, de petites choses ont commencé à se produire dans la maison. On entendait souvent des pas monter et descendre les escaliers et le palier. Cela m'a vraiment effrayé la première fois que je l'ai entendu, car j'étais souvent à la maison le soir et j'étais seul quand cela arrivait. J'ai cru à un cambrioleur, alors je me suis caché au fond et j'ai appelé Andy. Bien sûr, quand nous avons vérifié, il n'y avait personne. Le bruit était bien trop fort pour venir de nos chats, qui de toute façon étaient censés être en bas avec moi à ce moment-là. Un autre événement était que des objets et des bibelots étaient déplacés. Nous retrouvions de lourds bibelots soigneusement posés par terre et aussi dans le couloir, à toute une pièce de l'endroit où ils se trouvaient à l'origine. Je trouvais parfois de grosses pommes de pin sur les escaliers et le canapé. Nous n'étions pas près de pin et nous ne possédions aucun ornement en forme de pomme de pin. Tout cela était supportable, mais je me sentais mal à l'aise quand j'étais seul, surtout dans le salon à l'avant de la maison, qui était une longue pièce lambrissée avec une grande cheminée. La cheminée avait une lourde grille en fer que nous retrouvions parfois déplacée de l'autre côté de la pièce, apparemment toute seule. J'avais toujours l'impression que quelqu'un se tenait dans un coin de la pièce à m'observer. Je trouvais ça idiot de le dire à Andy, mais plus tard il m'a avoué que ce coin lui donnait aussi l'impression d'être observé. Une année s'est écoulée avec ces petites choses étranges qui se produisaient. Nous n'y prêtions pas vraiment attention jusqu'à ce que l'activité semble devenir plus intense. L'une des premières choses qui s'est produite, c'est que la porte du sous-sol a commencé à s'ouvrir toute seule. C'était étrange car il fallait tourner une poignée puis tirer fort pour l'ouvrir.
Elle se bloquait aussi assez facilement et je devais souvent prendre un couteau pour la débloquer. Nous descendions ensuite le matin et elle était grande ouverte, parfois avec les lumières du sous-sol allumées aussi. Notre installation électrique semblait aussi devenir folle à ce moment-là. Mon partenaire avait une tour d'ordinateur dans notre chambre avec un gros bouton sur lequel il fallait appuyer longtemps pour l'allumer. Elle émettait un bruit fort et distinctif, un whoosh au démarrage. Elle s'allumait souvent seule, notamment à 5 heures du matin alors que nous dormions. Je suis un dormeur très léger, donc ça me réveillait toujours. Depuis, nous avons gardé cet ordinateur en marche et il ne s'est plus allumé de cette façon. La télé s'allumait toute seule aussi, tout comme la lampe que nous gardions dans notre chambre. Je me réveillais avec la lumière allumée à fond. Elle avait un curseur de réglage. La fenêtre de notre chambre s'ouvrait seule la nuit. Elle avait un loquet lourd que j'entendais se décrocher, puis elle s'ouvrait et claquait bruyamment contre le mur de la maison. À notre arrivée, notre lit se trouvait sous cette fenêtre, ce qui me mettait mal à l'aise sans que j'en comprenne la raison. Voir et entendre cette fenêtre s'ouvrir la nuit était très angoissant. Nous avons ensuite déplacé le lit, et je me suis senti un peu plus à l'aise après cela. Ce qui était le plus effrayant, c'est que nous commencions à entendre des voix autour de la maison. Quand l'un de nous allait aux toilettes du palier, il arrivait qu'on entende un profond marmonnement masculin derrière la porte. Cela arrivait parfois alors que l'un de nous était seul dans la maison. Andy a également entendu quelqu'un frapper à la porte, ce que j'ai aussi entendu depuis le rez-de-chaussée. J'entendais fréquemment mon nom appelé depuis différentes parties de la maison par une voix féminine. Bêtement, j'ai fabriqué ma propre planche Ouija en papier et j'ai essayé de contacter l'esprit pour voir ce qu'il voulait. Rien ne s'est passé, sauf que je me suis senti très mal à l'aise après. À tel point que j'ai ramassé la planche Ouija de fortune et que je l'ai jetée à la poubelle dehors. 2 jours plus tard, le papier Ouija est réapparu sur ma table basse, apparemment intact. Cela m'a tellement effrayé que je l'ai ensuite brûlé. J'ai interrogé Andy, mais il n'avait aucune raison de fouiller dans la poubelle et il ne se serait de toute façon jamais intéressé au Ouija. À cette époque, j'ai demandé à mon père de venir déjeuner un jour et il a amené son chien, un bel Akita de grande taille, avec lui. C'était un chien très doux qui grognait rarement et devenait rarement agressif. Le chien était incroyablement réticent à passer la porte d'entrée et quand il l'a fait, nous n'avons pas pu le faire bouger d'un endroit juste en dessous de l'escalier. Il restait figé, tout son poil hérissé, les oreilles en arrière, et il grognait en direction des escaliers. Il a fait ça pendant environ 20 minutes, puis il a poussé un cri et s'est enfui dans le salon. Les chats étaient enfermés dans la pièce du fond au rez-de-chaussée, et seul mon père, le chien et moi étions dans la maison. Andy rentrait chez lui à vélo après le travail. Maintenant, alors qu'il remontait la route à vélo, le côté de la maison devenait visible. On voyait la cuisine, la fenêtre de la salle de bain et celle de la chambre d'amis à l'étage. Ce soir-là, je cuisinais dans la cuisine en bas et j'ai vu la lampe du vélo d'Andy s'approcher depuis la route. J'ai fait signe de la main, il m'a répondu et il est entré. Quand il est entré, il a dit « Oh, je ne savais pas que ta sœur était là ». Déconcerté d'être seul, je le lui ai dit. Il est devenu pâle et nous a dit que la lumière de la chambre d'amis à l'étage était allumée, qu'il avait vu une silhouette faire signe de la main avant de disparaître derrière le rideau. Nous avons tous les deux couru à l'étage et bien sûr, il n'y avait absolument personne. Juste la lumière allumée que je n'avais pas allumée. Il y a trop de petites choses pour toutes les énumérer. Mais parmi les plus notables, il y a le fait qu'Andy a fait une paralysie du sommeil une nuit et a crié terriblement jusqu'à ce que je le réveille. Il a dit qu'il avait vu une silhouette blanche s'approcher lentement du lit. C'est la seule fois que cela lui soit jamais arrivé. Notre boîtier électrique s'est déjà éteint tout seul, alors que les voisins n'avaient aucun problème. Nous avons eu une coupure de courant alors que les voisins n'ont rien eu. On a vérifié, le boîtier électrique, on l'a tout rallumé, puis plaisanté en disant que c'était sûrement le fantôme. Nous sommes montés à l'étage après ça, et ça s'est de nouveau éteint tout seul. J'ai aussi vu une femme en uniforme d'infirmière d'époque dans mon rêve. Elle est entrée dans notre chambre et nous a souri. Il y avait un ornement qui s'est envolé doucement de l'étagère pendant que je regardais, puis il a atterri doucement sur le sol. Vers la fin de notre location, 2 événements se sont produits et sont restés gravés dans ma mémoire.
C'était une période stressante et l'ambiance n'était pas bonne. Un soir, nous lisions au lit ensemble. Au dos de la porte de notre chambre, il y avait un crochet et j'y avais accroché un cœur en ardoise assez grand. Nous lisions quand, soudain, nous avons levé les yeux vers la porte. Le cœur a commencé à se balancer vers le haut dans les airs, comme si quelqu'un le tenait, puis il a claqué contre la porte si fort que le cadre en a tremblé. Nous avons tous deux vérifié le palier devant notre chambre. Il faisait un froid glacial et l'endroit dégageait une atmosphère extrêmement hostile. Le dernier jour, les parents d'Andy nous ont aidés. J'avais raccroché les tableaux d'origine au mur dans le salon. Ils étaient tous très bien fixés. Je me souviens vaguement d'une altercation avec un voisin impoli au sujet du stationnement, où Andy et sa mère se sont beaucoup énervés. Nous étions tous debout dans le couloir et il y avait des voix qui s'élevaient. Soudain, un énorme craquement est venu du salon. Les tableaux que je venais d'accrocher étaient tous tombés par terre. La ficelle et les crochets étaient intacts et nous avons tous battu en retraite rapidement. Il est également à noter que depuis que nous y avons vécu, la maison a eu pas mal de locataires différents, qui semblaient-ils tous déménager au bout de quelques mois. Il semble que nous ne soyons pas les seuls à avoir été tourmentés par une activité paranormale. Je viens d'Allemagne. En 2011, ma famille a quitté mon village natal pour emménager à Löckberg, une ville voisine. Nous avons emménagé dans une maison à colombage du XVIe siècle qui était un bâtiment classé. Ma mère venait de reprendre un restaurant et elle était toujours très stressée à ce moment-là. J'avais 12 ans et j'ai dû grandir très tôt parce que ma mère devait pouvoir compter sur moi pendant qu'elle s'occupait de son restaurant. La chambre de ma sœur et moi était à l'extérieur de l'appartement parental et possédait une vraie porte d'entrée. Comme c'était un bâtiment très ancien, le sol était presque entièrement constitué de planches de bois qui, à certains endroits, grinçaient fortement quand on marchait dessus. L'un de ces endroits se trouvait juste à l'entrée de ma chambre, à 2 ou 3 pas de la porte, et c'était aussi l'un des endroits les plus bruyants sur lesquels on pouvait marcher. Mais ces endroits ne grinçaient que lorsqu'un poids y restait longtemps, donc ce n'était pas suffisant si je jetais une chemise ou quelque chose comme ça dessus. Après 1 an et demi sur place, je me suis réveillé pour la première fois en entendant le grincement du plancher au milieu de la nuit, sans comprendre pourquoi car je venais juste d'émerger. Et comme je n'ai pas trouvé d'explication, j'ai mis ça sur le compte d'un bruit normal fait par le bois et je me suis rendormi assez facilement. Pendant des semaines, il ne s'est rien passé, jusqu'à ce que je me réveille à nouveau à cause de ce grincement. Cette fois, je n'étais pas aussi endormi que la dernière fois. J'ai vite compris que ce n'était pas normal. C'était fort et violent, comme si quelqu'un se tenait exprès sur l'endroit qui grinçait. Je pensais devenir fou et ne plus pouvoir faire confiance à ma perception après que les lattes du plancher aient été grincées plus d'1 minute. Je n'en pouvais plus et j'ai couru dans la chambre de ma mère en lui racontant en pleurant ce qui se passait. Ma mère pense toujours que j'ai rêvé tout ça. Et donc le grincement se produisait de temps en temps et avec le temps, j'ai progressivement perdu la peur que j'en avais. Environ 9 ou 10 mois après le premier incident, un nouvel événement s'est produit. La porte s'ouvrait et se fermait toute seule. Un de nos robinets s'est soudainement ouvert au milieu de la nuit et nos chats fixaient le vide et se mettaient à siffler et à grogner. Plus nous vivions là, plus mon intuition devenait inconfortable. La plupart du temps, j'avais le sentiment de ne pas être seul. C'était presque comme si j'avais quelqu'un assis sur mon épaule, qui était avec moi où que j'aille. C'était presque écrasant. Et puis il y a eu cette nuit après laquelle je n'ai pas pu dormir dans ma chambre pendant environ 3 semaines. J'étais dans mon lit juste avant de m'endormir le soir quand ce stupide grincement de la planche du plancher a recommencé. Entre-temps, plus agacé qu'effrayé, j'ai pressé mon oreiller contre mes oreilles en espérant que ça s'arrêterait bientôt. Mais cette fois, c'était différent. Ça ne s'est pas arrêté après les 2 ou 3 minutes habituelles, mais a continué pendant 15 minutes, devenant lentement plus fort et plus intense jusqu'à ce que je lève les yeux à un moment donné. Ce que j'ai vu m'a presque donné une crise cardiaque, et j'ai littéralement senti une onde de choc traverser tout mon corps, accompagnée de chair de poule. J'étais tellement effrayé que j'ai failli vomir. J'ai vu quelqu'un debout au pied de mon lit, à environ 1,50 m, qui me fixait simplement.
À cause du choc, j'étais paralysé et je l'ai fixée en retour pendant ce qui m'a semblé une éternité. Dans ces fractions de secondes, je pouvais voir ce qui était là. Elle ressemblait à une vieille femme avec une longue chemise et des cheveux bouclés. Cette expression sur son visage. Elle avait l'air déçue, presque en colère, mais alors que je voyais et réalisais sans tout cela, elle avait déjà disparu. J'ai dormi plusieurs semaines sur le canapé. Ma mère refusait d'y croire. Il me semblait que j'étais le seul à avoir remarqué toutes ces choses étranges. Je pense que c'était entre 1 mois et 3 mois après la nuit où j'ai vu la vieille femme. À ce moment-là, j'avais 14 ans, je suis rentré chez moi après avoir vu la deuxième partie de la série Le Hobbit au cinéma avec des amis. Plus tard dans la soirée, j'étais allongé dans mon lit, en train de penser au film et à ce qui s'y était passé. Quand d'une seconde à l'autre, les lattes du plancher ont recommencé à grincer. C'était la première fois, après l'incident avec la vieille femme, que ça grinçait de nouveau, et la peur est montée en moi comme jamais je ne l'avais ressenti auparavant. J'avais tellement espéré que les bruits s'arrêteraient tout de suite, mais je me suis trompé. C'était exactement comme la dernière fois. Mais cette fois, je n'ai pas osé chercher ce qui faisait ce bruit. Alors que j'étais allongé là et que les bruits ne s'arrêtaient pas, j'ai eu le sentiment que ça ne s'arrêterait pas tant que je n'aurais pas regardé. Finalement, j'ai cédé. Et quand j'ai regardé, j'ai été aussi choqué que la première fois de voir une autre personne debout là, mais cette fois quelqu'un de différent de la vieille femme. Un homme d'environ 30 ans vêtu de vieux habits porte un casque à lampe cassée et a le visage sale. Comme la vieille femme, il est simplement resté là à me fixer pendant quelques secondes, arborant la même expression qu'elle avant de disparaître. Heureusement pour moi, nous avons déménagé quelques semaines plus tard. C'est ainsi que tout s'est terminé, et depuis, il ne m'est rien arrivé. Moi-même, je n'ai jamais cru à des choses comme le paranormal, et je me moquais même des gens qui disaient y croire. Mais je ne raconte plus ça à personne maintenant, parce que personne ne me croit et ils penseront que je suis fou d'y croire moi-même. Je n'arrive pas à bien le catégoriser, mais je suis sûr que j'ai une sorte de traumatisme à cause de ça. Et je suis convaincu que les fantômes existent vraiment. Je ne suis pas quelqu'un de superstitieux ou de particulièrement spirituel, mais au lycée, j'étais dans la section percussion et on s'entraînait tôt le matin avant le début des cours. Ce jour-là, nous étions dans la salle de musique à cause du froid. Bref, je faisais mon truc en jouant les ténors et j'ai laissé tomber une de mes baguettes. Je me retourne pour la prendre, mais elle n'est pas là. Il y a environ 3 mètres de sol nu autour de moi, et elle est introuvable. Mon instructeur nous arrête et me demande simplement quel est le problème. Alors plusieurs d'entre nous commencent à chercher autour, mais on ne la trouve pas. Je me dis tant pis, je prends mon jeu de rechange et environ 20 minutes plus tard, le chef d'orchestre entre, ouvre son bureau, s'assoit à son bureau et frappe à la fenêtre. Je lève les yeux et il prend la maillotche sur son bureau avec un air de dire « Qu'est-ce que ça fait ici ?» Je savais que c'était la mienne car je marquais chaque jeu. Nul n'est entré ni sorti. Pas d'espace sous la porte. La pièce est verrouillée et pourtant elle s'est retrouvée sur le bureau. Nous étions 15 dans cette pièce à ce moment-là, et tout le monde a répondu non à ce moment-là. J'étais stupéfait et l'un de mes potes a complètement perdu les pédales. On a annulé presque tout le rehouse immédiatement et beaucoup d'entre nous sont restés perturbés le reste de la journée. Je n'ai pas pu me concentrer sur quoi que ce soit pendant presque une semaine après ça. Finalement, mon cerveau a juste classé ça dans les mystères non résolus et on a fini par continuer notre vie. Je vis dans une ville qui a été fondée vers 1830 et qui a connu plus que sa part de morts, de guerres et de massacres. À tel point que beaucoup de gens disent d'être hantés ici et que l'on peut marcher sur des endroits où des centaines de personnes ont péri. J'irais même jusqu'à dire que la terre sur laquelle je vis actuellement a très probablement vu mourir quelques soldats des 2 camps pendant la guerre civile. Maintenant, passons à ce que j'ai vécu. Je me suis réveillé une nuit, après minuit. Mon chien s'est retourné dans le lit et j'ai ouvert les yeux dans la pièce, presque plongée dans le noir, avec une vue sur le coin à côté de ma fenêtre couverte. Et du coin de l'œil, je vois quelque chose bouger de l'autre côté de la pièce, et c'est là. Un homme vêtu d'un uniforme confédéré sale, mais ni déchiré ni en lambeaux. J'ai eu peur que quelqu'un se soit introduit chez moi,
Mais avant même que je puisse décider quoi faire, il a flotté, la tête presque touchant le plafond, jusqu'au coin de la pièce, près de la fenêtre, et s'est arrêté. Il est passé à travers le mur et il a semblé remarquer que j'étais réveillé. Puis il m'a adressé un genre de sourire gêné qui m'a troublé. J'ai eu peur et j'ai hésité à réveiller ma fiancée ou non. Mais avant même d'avoir fini de décider, j'étais tellement fatigué que je me suis rendormi, et ce n'est qu'en me réveillant le matin que j'ai vraiment repensé à ce qui s'était passé. Toute cette épreuve n'a duré qu'une dizaine de secondes, mais c'était l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vues de ma vie. J'ai déjà eu l'habitude de me réveiller et de voir de petits insectes pendant quelques secondes, mais je n'ai jamais rien vu d'aussi grand ou d'aussi net depuis. Et je sais que ça ne pouvait pas être un rêve, parce que dans mes rêves, je n'ai aucune sensation. Mais là, j'en ai eu une quand c'est arrivé. Honnêtement, ça me dérange depuis un moment. Est-ce que j'ai vu quelque chose que je n'étais pas censé voir, ou était-ce un étrange tour de mon esprit? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire? J'étais en seconde au lycée, chez ma copine, à regarder un film. Il était environ 22h quand le film s'est terminé et je suis rentré chez moi en skateboard car je vivais à seulement 2 pâtés de maison et c'était un quartier résidentiel assez calme. Je descends la colline en skateboard vers une rue plus grande mais jamais vraiment animée, surtout pas la nuit. À l'intersection, je heurte une pierre. J'avais prévu de traverser la rue à toute vitesse puisqu'il n'y avait aucune voiture dans un sens comme dans l'autre. Projeté hors de la planche, je glisse sur 3 à 4 pieds sur la tête, l'épaule, la hanche et le genou droit. Je me suis retourné sur le dos et j'ai crié de douleur. La douleur était si intense que je ne pouvais vraiment pas bouger. J'ai vu une voiture arriver droit sur moi à environ 30 mètres là où je suis tombé. J'étais juste sur sa trajectoire. Une rue à 2 voies. J'étais en plein milieu de sa voie, ma tête alignée avec la roue. J'ai tenté de bouger et de crier sans succès. La voiture était à 15 mètres. Il ne m'a pas vu, il n'a fait aucune tentative pour éviter. 10 mètres. Je l'ai entendu foncer et j'ai fermé les yeux, me préparant au pire. Rien. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé là où la voiture était passée. Rien. J'entends la voiture derrière moi. Je regarde là où elle était censée être dans l'autre direction. Les feux arrière qui montent la route. Je n'avais pas bougé, il n'avait pas dévié. J'ai eu l'impression qu'il m'avait traversé, ou comme si j'étais passé à travers lui. Il était impossible qu'il passe au-dessus de moi, pas avec la façon dont j'avais atterri et la position dans laquelle j'étais dans la rue. C'était une petite voiture. Je ne peux pas l'expliquer. Terrifié, ensanglanté et perplexe, je me suis relevé, boité jusqu'à la maison, puis je suis allé dormir. Personne ne m'a cru. Mais c'est vrai. C'était le 11 octobre 2000, un mois après le 11 septembre. J'avais 14 ans et mon grand-père est mort dans son sommeil. Une bouteille de whisky vide à son chevet. J'étais dévasté. C'était le meilleur grand-père et je savais être son préféré. À ses funérailles, je me souviens d'être debout à la cérémonie d'enterrement. J'étais un peu plus en retrait que la plupart de notre famille. J'avais besoin de mon espace et je faisais mon deuil intensément. Je me souviens avoir fermé les yeux, croisé les bras, enfoui ma tête dans ma veste et pleuré. Ma mère a alors passé son bras autour de moi et a pleuré avec moi. Je la sentais, je l'entendais pleurer contre ma joue, sa voix étouffée par ma veste. Elle m'a lâché et j'ai ouvert les yeux. Ce que j'ai vu m'a fait rater un battement de cœur. Ma mère se tenait à 6 mètres devant moi. Tout le monde était là. J'ai regardé autour et compris que j'étais seul tout ce temps. Je ne sais pas qui m'a serré dans ses bras. Peut-être mon grand-père. Peut-être que j'ai confondu la voix de mon grand-père avec celle de ma mère. Et à ce jour, ça me met encore un peu mal à l'aise. Je me souviens, j'avais environ 9 ou 10 ans. Et j'étais sur le parking d'un pub en Angleterre, à Southend, et je me souviens avoir vu quelqu'un, un adolescent, à la fenêtre d'une maison qui donnait sur le parking. Ils m'ont fait signe et j'ai eu l'impression de les connaître. Mes parents m'ont demandé à qui je faisais signe, j'ai répondu à une dame à la fenêtre. Je n'y ai pas vraiment pensé. 10 ans plus tard, j'étais chez ma grand-mère. Je me rappelle être entré dans sa chambre, normalement interdite, et être allé à la fenêtre. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais dans la maison qui donnait sur ce même parking. Je me souvenais de leur interaction des années auparavant.
Puis une fille d'environ 9 ou 10 ans qui se trouvait sur ce parking m'a fait signe de la main et j'ai répondu en lui faisant signe aussi. Et j'ai eu l'impression de la connaître. Je ne pouvais pas l'expliquer et je ne l'ai jamais raconté à personne. Mais ça me fait toujours peur. Il y a quelques années, j'avais environ 10 ou 11 ans. Lors d'une réunion de famille, mon père et ses frères et sœurs, ma tante et mes oncles, parlaient sans de leur expérience passée dans l'ancienne maison qu'ils louaient à l'époque où ils n'avaient pas encore d'enfants. Moi et mes cousins. Ils parlaient à un de ce gamin fantôme qui était dans la maison, courant partout, jouant et se moquant d'eux de temps en temps. Je peux vous raconter en détail leurs expériences avec les enfants fantômes, mais concentrons-nous sur la mienne. Ils répétaient que le gamin avait aussi vécu dans cette vieille maison et y était mort. L'enfant n'a pas eu de funérailles dignes. Je ne croyais pas que ce gamin fantôme existait jusqu'à ce que je vive cette expérience. Ma petite sœur et moi avons rendu visite à mon cousin, c'est-à-dire dans l'ancienne maison qu'il louait à l'époque puisque nous vivions dans le même quartier. Ce cousin-là n'avait que 4 ans. Il n'y avait que moi, mon cousin, ma petite sœur et ma tante dans cette maison. Alors on traînait ensemble et on jouait jusqu'à l'heure du déjeuner. Ma tante a dû sortir pour nous acheter à manger, alors ma sœur et moi avons dû garder notre petit cousin pendant un moment. C'est là que ça devient bizarre. Nous étions dans la chambre de mon petit cousin. Ma petite sœur était dans la salle de bain, et je me suis rendu compte qu'on avait oublié d'éteindre la télé parce que je pouvais l'entendre depuis la chambre de mon cousin. Je suis descendu, je l'ai éteinte puis remontée. Mais alors que j'entrais dans la chambre de mon cousin, je l'ai entendu rire et glousser. J'ai donc supposé que ma sœur avait fini ce qu'elle avait à faire et je suis retourné dans la chambre de mon cousin. Quand nous sommes entrés, il n'y avait personne d'autre, mais mon cousin gloussait et faisait face à un coin de la pièce. Alors nous lui avons demandé « Eh mon pote, pourquoi tu ris ?»« Nous jouions » a-t-il répondu. « Qui ça ? Nous ?» Il n'a pas répondu et a continué à ricaner. Alors je l'ai porté hors de la pièce et nous sommes redescendus avec ma petite sœur pour attendre que ma tante revienne. J'ai eu la chair de poule quand j'ai compris. Se pourrait-il que ce soit le fameux enfant fantôme dont il parlait ? Cela s'est passé il y a environ 7 ans, quand j'avais 17 ans, et que je vivais seul pour la première fois depuis que j'avais quitté le foyer local pour enfants. Le foyer. Le bâtiment dans lequel je vivais était un très vieux cottage en pierre qui servait autrefois de porcherie avant d'être transformé, sur un terrain de caravane qui était autrefois une ferme. L'endroit était toujours glacial et il y régnait toujours une ambiance étrange, et il s'y est passé tout un tas de choses bizarres. Mais c'est surtout cette chose-là qui m'a resté en mémoire. À un moment donné, pendant que je vivais là-bas, probablement vers les 6 mois, j'ai perdu mes clés. Ça ne me dérangeait pas vraiment parce que c'était tellement paumé dans la campagne galloise au Royaume-Uni que je me sentais en confiance pour laisser la porte ouverte sans souci et j'ai pu obtenir des doubles pour les autres clés qui étaient sur le trousseau. Sans être trop inquiet ni penser qu'il était très urgent de les retrouver, j'ai quand même fouillé l'endroit de fond en comble plusieurs fois, au cours des 7 à 8 mois suivants. Mais je ne les ai jamais retrouvées, ni même croisées en rangeant les placards, les tiroirs ou en déplaçant les meubles. Elles avaient disparu. Un matin, je me suis réveillé vers 10h et suis allé directement à la cuisine. L'endroit était un long rectangle avec 4 pièces alignées de droite à gauche. Chambre, cuisine, salle de bain, petit couloir avec la porte d'entrée, salon pour préparer mon café habituel. Et là, juste au milieu du plan de travail de la cuisine, devant la cafetière et la bouilloire, comme si je les avais simplement laissées là la veille au soir, se trouvaient devant mes clés. Comme vous l'imaginez, j'étais surpris par la nonchalance avec laquelle ces objets inanimés étaient posés. Et immédiatement, mes pensées se sont tournées vers le somnambulisme, l'oubli total, etc. Je savais au fond de moi qu'aucune explication ne tenait la route. Je les ai attrapées puis aussitôt lâchées à cause de la douleur brûlante dans ma main. Elles étaient brûlantes, comme des plaques de cuisson en métal tout juste sorties du four, comme si elles étaient restées toute la journée sous le soleil, sur un toit en tôle ondulé en pleine chaleur estivale. Je me suis fait un café en faisant bien attention de ne pas les toucher, puis je les ai laissées là toute la journée. Finalement, je les ai ramassées et accrochées au crochet près de la porte, et je ne les ai plus jamais perdues. Voici quelques autres choses étranges qui se sont produites.
Parfois j'entendais une femme pleurer dehors sous ma fenêtre en hiver, alors qu'aucun client n'était présent dans la caravane ou le camping situé de toute façon dans un autre champ. À plusieurs reprises, je me réveillais en voyant un homme en costume assis au bout de mon lit la nuit. Je ne suis pas sûr que c'était un rêve, mais ça n'en avait jamais l'impression. Des portes n'arrêtaient pas de s'ouvrir et de se fermer, alors que je savais qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Des armoires étaient ouvertes et des objets en étaient sortis pendant que j'étais hors de la pièce. Cela arrivait très souvent. Peu importe combien de choses j'empilais dedans, la porte était de celles qu'il fallait pousser vers l'intérieur pour libérer le loquet et l'ouvrir vers l'extérieur, si tu vois ce que je veux dire. La télé s'allumait et s'éteignait toute seule, les lumières te clignotaient et les ampoules grillaient beaucoup plus souvent que la normale. Des zones particulièrement froides ou chaudes un peu partout dans le bâtiment que je traversais souvent ou que je sentais apparaître et disparaître à côté de moi. J'avais l'habitude de dormir avec une couverture électrique sous mon drap housse et 2 ou 3 couvertures sur moi, et il m'arrivait parfois de me réveiller en grelottant avec 1 ou 2 des couvertures du dessus de l'autre côté de la chambre. Il était impossible que je les ai envoyées aussi loin en dormant. Une fois, je me suis réveillé avec mon lit à un pied du mur. C'était un lit à roulettes. Notre région n'est pas sujette aux tremblements de terre ou à ce type d'événement. Alors comment a-t-il bougé ? Je suis parti à 17 ans et les services sociaux n'y placeront plus d'enfants à cause de certains problèmes sans rapport que j'ai eus avec le propriétaire, ce dont je me réjouis à bien des égards. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. La maison que mes parents ont achetée et construite avait déjà un bâtiment existant dessus, tout au fond du terrain d'un acre. C'était une remise de style grange avec une pièce à l'étage. Tu sais, 2 parties basses sur les côtés et une partie centrale surélevée. Bref, depuis, on l'a rénovée et maintenant elle est 3 fois plus grande. Cette propriété était en vente car le propriétaire était décédé. Dans ce cas, à l'intérieur de l'abri, il travaillait sur sa voiture, avec un cric défectueux. J'aime aussi travailler sur ma propre voiture et je l'entretiens régulièrement moi-même, donc vous me trouverez souvent les week-ends ou tard le soir en train de bricoler sur une voiture ou une autre. Ce soir-là en particulier, je bricolais sur le câblage, essayant de résoudre quelques problèmes électriques et faisant une révision. Tout allait bien et il était environ 23h30. Tout était fermé, sauf à l'étage. J'étais monté là-haut plus tôt car j'avais des outils et d'autres affaires rangées à l'écart. Mais je n'étais pas entré dans la pièce, seulement en haut des escaliers où il y a un petit espace avant la pièce murée. Mais chaque fois que je monte là-haut, je vérifie que la porte est bien fermée. Donc, je retourne travailler sur la voiture, la radio est à faible volume et j'avais poussé un tas de câbles, fait l'entretien et fait tourner mes roues. Quel idiot, j'avais laissé l'avant de la voiture sur le cric après avoir vérifié les roues et roulements sans mettre de chandelle. Oui, je sais que c'est stupide, je n'allais pas passer dessous et j'ai veillé à ce que mes membres et doigts restent hors de danger en cas de chute. J'ai aussi l'habitude de mettre la roue sous le châssis comme sécurité supplémentaire. Je me suis dit que j'allais me glisser dessous et retirer quelques fils à l'arrière de la carrosserie. La voiture ne risquait pas de bouger, les roues avant étaient à peine relevées, comme sur un 4x4 rehaussé de 5 pouces au talon. Donc les chances qu'on n'en que 6 goujons cassent et que la voiture tombe à cause de ça sont quasiment nulles. C'est là que ma rencontre commence. Sous la voiture, dans la zone rénovée, je ressens un frisson, un mauvais pressentiment. Et c'est à ce moment-là que j'entends ces pas tonitruants qui courent depuis le fond des pièces à l'étage, traversent la porte fermée, descendent l'escalier en 4 bonds et soudain, le cric lâche. Inutile de dire que j'ai eu la peur de ma vie. Je suis resté figé comme si j'étais coincé dans cet instant précis de l'espace et du temps. Mon derrière s'est tellement crispé qu'il a failli sortir de son axe. Je ne savais pas quoi faire ni où aller, mais je savais pertinemment que ce n'était pas une simple coïncidence. Je suis resté 45 minutes à fixer ces escaliers, comme si détourner les yeux un instant me ferait dévorer par ce qui était là-haut sans soupi. Impossible d'obtenir de l'aide car mon partenaire était dans la maison et l'abri, bien isolé, n'a pas de réseau sauf si les portes en sont ouvertes. Heureusement, elle est venue me chercher et m'a demandé quand je rentrais à la maison. Je l'ai entendu arriver, mais je regardais encore les escaliers. Après ce qui m'a semblé une éternité, elle a ouvert les portes et m'a vu figé dans le temps,
blanc comme un linge, fixant les escaliers. Elle a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas, alors elle est restée à la porte. Je finis par bouger et je vérifie le cric. Les poignées ont été complètement déroulées. Un vérin défectueux ne déroule pas la poignée. À ce moment-là, j'explique ce qui s'est passé et on se tire vite fait de la remise pour la nuit. En chemin, j'ai vérifié la fenêtre de l'extérieur. Elle était fermée à 100%. Je ne sais pas si c'était une coïncidence ou si le vieux camarade essayait de me donner une leçon ou quelque chose comme ça, ou peut-être qu'il voulait juste que je le rejoigne. Mais je peux confirmer que c'est la fois où j'ai failli me faire dessus comme quand j'étais bébé. Heureusement, je n'ai pas eu d'autres rencontres étranges là-haut, mais je suis sûr que mes jours sont comptés. J'avais un ami au lycée qui s'appelait Bob. Il était très sympa et même si nous n'étions pas très proches, nous avions des goûts musicaux similaires et nous échangions des CD. C'était à la fin des années 80, bien avant le partage de fichiers. Après l'obtention du diplôme, je suis parti loin pour l'université et nous avons perdu contact. Quand je suis parti à l'université, j'avais encore un des CD de Bob en ma possession, Beat Das ich Beat de King Crimson. 10 ans plus tard, diplômé et lancé dans ma carrière, j'avais enfin réuni assez d'argent pour acheter ma première maison. En déballant dans la nouvelle maison, j'ai trouvé le CD dans le carton. Je ne l'avais pas remarqué depuis des années et me suis dit « je devrais retrouver Bob et lui rendre ça ». Puis à ce moment-là, la sonnette retentit. C'est Bob. Et il dit « Eh, tu n'aurais pas encore mon CD de King Crimson, par hasard ?» Je baisse les yeux et je le tiens dans ma main. Je le lui tends et sa bouche s'ouvre de surprise. La mienne l'est probablement déjà. Nous échangeons des politesses. Je lui demande comment il m'a trouvé, mais je ne me souviens plus de sa réponse. Et il finit par partir. Je n'ai pas revu Bob depuis. Quand j'étais en première année de lycée, mon père et moi allions rendre visite au grand-père du meilleur ami de mon père, qui était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale dans son appartement. Nous y allions tous les mois. Ça a duré presque toute une année. Nous parlions, regardions des films ou jouions au golf sur sa PlayStation 2. Il s'appelait Jacques. C'était un gars génial avec une grande personnalité. Tu savais qu'il t'aimait bien s'il te taquinait. Il était toujours ouvert sur ses expériences. Il aurait fait n'importe quoi pour presque n'importe qui le soutenait. Et il était tellement attentionné envers son petit-fils et mon père. La plupart des autres membres de sa famille l'ont arnaqué et l'ont abandonné, donc nous étions tout ce qui lui restait vraiment. Pendant la guerre, il s'est entraîné, d'après ce que je crois, en Louisiane à Fort Polk, puis il s'est passé par l'Afrique, la Sicile et l'Italie, remportant une étoile d'argent ou de bronze et 2 Purple Hearts pour ses actions. À son âge, il avait beaucoup de problèmes de santé, car il était un gros fumeur, souffrait d'une arthrite sévère et était sourd d'une oreille à cause de la grenade qui lui avait valu l'un de ses Purple Hearts. En juillet 2012, il a eu un problème cardiaque et les ambulanciers ont dû être appelés. Je ne l'ai appris que parce qu'un de ses soignants l'a publié sur Facebook en disant qu'il était dans un état critique. À cause de cela, je lui ai envoyé un message pour lui dire de rester fort. Et j'ai informé son petit-fils, le meilleur ami de mon père, qui a immédiatement pris le téléphone pour l'appeler. Peu de temps après leur appel téléphonique, il est décédé. Maintenant, parlons de ma rencontre. Arrivé en 2e année pour le cours d'espagnol, nous avons célébré le Dia de los Muertos, le jour des morts. Et nous devions écrire une lettre à un proche ou à une personne décédée et la sceller. J'ai écrit à Jacques lui disant à quel point il me manquait et en espérant qu'un jour, je pourrais le revoir. Cette nuit-là, je me suis réveillé et j'ai senti l'odeur de son appartement. C'était si vif que j'ai cru m'être réveillé dans son salon. Je ne voyais rien car j'aime dormir dans l'obscurité totale, mais je pouvais sentir sa présence à côté de mon lit. Il y avait quelque chose dans la façon dont la silhouette se tenait à côté de mon lit qui était réconfortant. J'ai appelé son nom après avoir réalisé que je le sentais là. J'ai tendu la main vers lui, puis l'odeur et lui ont disparu. Apparu. C'était réconfortant d'être avec lui une dernière fois. J'aurais aimé avoir plus de détails, mais je n'avais que 15 ans à l'époque. J'ai suivi ses traces et je suis actuellement dans l'armée américaine depuis presque 3 ans. Bientôt 4, peut-être plus. Repose en paix, sergent Jacques Lemaire, alias Froc. 29 août
1926 au 10 juillet 2012. Cela m'est arrivé en cours élémentaire 2 et ça m'a tellement effrayé que j'ai commencé à pleurer et j'ai dû aller au bureau pour en parler au directeur. J'étais dans le couloir pour mauvaise conduite lorsque Tad, mon voisin plus jeune d'1 an, est sorti de sa classe à droite, m'a dépassé et a descendu les escaliers. Nous nous sommes dit bonjour et environ 20 secondes plus tard, il est sorti de la même classe, est passé devant moi et a descendu les escaliers. Je l'ai juste regardé, confus et effrayé, et il m'a lancé un regard du genre « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Je n'avais jamais réalisé à quel point c'était un vrai déjà-vu à la Matrix. J'ai aussi un deuxième exemple de ça. Quelques années après cet incident, ma sœur et moi étions dans le salon en train de regarder la télé. Nous avons tous les deux vu notre mère traverser l'autre pièce et le couloir adjacent. 21 minutes plus tard, elle est entrée depuis le jardin. Ma sœur et moi nous sommes regardés, confus, et nous lui avons demandé comment elle était retournée dehors. Elle ne savait pas de quoi nous parlions. Elle était dehors depuis des heures. Personne d'autre n'était à la maison, bien sûr. Je vivais dans le sud de l'Ohio et j'allais à l'église avec ma famille quand j'avais environ 12 ans. Mon grand-père a ralenti parce qu'il y avait une femme qui marchait sur la ligne centrale, vêtue tout en blanc avec de longs cheveux noirs. Il a dévié et elle a touché le van, provoquant une sensation étrange chez tous. Il s'est arrêté, a regardé autour de lui et il n'y avait personne. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça, s'il vous plaît ? Pendant les vacances d'été, j'ai dû passer un moment chez mes grands-parents. Leur maison est dans un village isolé, entouré d'une forêt dense. Dans l'ensemble, ça avait l'air un peu louche. Je me suis dit que ça ne me ferait pas de mal d'y passer un peu de temps. Donc j'y suis allé, j'ai déballé mes affaires et j'ai commencé à me détendre. Premier jour, rien de spécial. Deuxième jour, tout allait bien, mais le troisième, ce fut différent. Pendant la journée, j'ai dû aller chercher quelques affaires au 2e étage pour préparer la nourriture. J'ai commencé à monter les escaliers quand soudain j'ai entendu une voix basse, un chuchotement. Ça semblait complètement silencieux, donc je n'ai pas pu déterminer ce que c'était. J'ai juste pensé que ça devait être le vent, ou ce genre d'écho qu'on entend parfois dans notre tête. Tu vois ce que je veux dire. J'ai pris les affaires et je suis redescendu les escaliers. Là, ce bruit est devenu plus fort. Je ne savais toujours pas ce que c'était, mais le bruit résonnait à chaque marche descendue. Alors maintenant, j'étais encore plus méfiant. Mais malgré ça, je continuais à m'occuper de mes affaires. La nuit tombait, il était temps d'aller dans ma chambre, située aussi au 2e étage. J'avais complètement oublié le bruit et la nuit était calme. Donc cette fois, ni le vent ni un effet placebo ne pouvaient influencer ce que j'entendais. Et ce que j'entendais à chaque fois, c'était qu'à chaque marche que je montais, une voix âgée disait « 1, 2, 3 ». Ça m'a fait flipper et j'ai couru à toute vitesse dans les escaliers. Et donc, à chaque pas que je faisais, la voix me suivait et continuait à les compter au même rythme que moi, comme si elle m'encourageait à aller plus vite. Et pendant ce temps, 2 choses me sont arrivées. Tout d'abord, j'ai remarqué que chaque son venait de chaque marche, ce qui était pour le moins effrayant. Et la deuxième chose, c'était mon cerveau qui me disait « Adrian, quoi que tu fasses, ne te retourne pas ». Je vous assure, je n'ai jamais été aussi d'accord avec un conseil, et je suis presque certain d'avoir battu le record du nombre de marches montées en un minimum de temps par un être humain. En y repensant maintenant, pourquoi diable fallait-il qu'il y ait plus de 30 marches pour atteindre le 2e étage ? Quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai commencé sans m'en rendre compte à compter les battements de mon cœur, de la même façon que la voix comptait les marches. J'ai juré bruyamment et de façon agaçante, paranoïaque à l'idée que la voix soit entrée dans la chambre. Mais il n'y avait rien d'autre qu'un silence complet autour de moi. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je appeler mes grands-parents ou fuir la maison avant qu'un esprit ne m'anéantisse en dormant ? J'ai finalement dormi. J'ai dormi comme un bébé avec tout le stress mental que la situation m'avait causé. Et toute mon énergie s'est dissipée alors que je m'endormais en quelques instants. Mais le lendemain matin, si tu m'avais dit que j'avais peur de descendre quelques marches, j'aurais ri. À ce moment, c'était vital.
J'ai attendu que mes grands-parents se réveillent ainsi pour pouvoir descendre. Et même s'il ne s'est rien passé, pendant tout le reste de la journée où j'étais là, ça m'a quand même laissé assez perturbé. Je suis mort, je l'ai vu, je l'ai vécu. Soit c'était dans un autre monde avec une version de moi qui est morte, soit je deviens fou. Mais je suis mort. Nous avons eu un rassemblement de préparation à l'école, et après que ce soit terminé, nous avons dû retourner en classe. Eh bien, mon ami et moi n'y étions pas, alors nous voulions traverser la rue pour aller chez Sonic. De l'autre côté de la rue, la circulation est faible, mais sans vigilance, tu risques de te faire renverser. Eh bien, je me souviens d'avoir marché avec lui et il a laissé tomber quelque chose, donc je suis allé de l'autre côté de la rue en premier. J'ai juste vu un Tao rouge foncer droit sur moi et je me suis fait renverser. Je me souviens de tout. J'essayais de reprendre mon souffle, je me réveillais puis je me rendormais. Ensuite, plus rien. Tout à coup, j'étais de retour dans ce stade, et exactement les mêmes mots sont sortis de la bouche de mon principal. Mon ami voulait aller chercher Sonic, mais moi j'étais en panique et je lui posais plein de questions. Je pensais que ça devait être juste un rêve. Mais quand je suis allé avec lui pour voir ce qui allait se passer, il a de nouveau laissé tomber ses affaires, et j'ai attendu. À ma grande horreur, le même Tao rouge est arrivé, et je lui ai dit que je retournais à l'école. Je ne voulais pas mourir à nouveau. Je peux encore voir l'autre version de moi-même sur cette rue, complètement amochée, même pas en train de bouger. Mon voisin est décédé la semaine dernière. Et depuis que nous avons emménagé, nous sommes amis avec lui depuis environ 15 ans, Nance. Quelques mois après son décès, une partie de ma famille est venue nous rendre visite avec leurs enfants. Tout le monde était dehors avec leurs enfants, quand soudain l'un d'eux a pointé du doigt la propriété du voisin et a dit « Où est passé le vieux monsieur ?» Il était juste là. Mon cousin, le père des enfants, a simplement dit que personne n'était là, et il était un peu confus, et tout le monde a un peu ri de la situation. Je pense qu'il était là uniquement pour vérifier si tout allait bien. Ça m'a un peu donné la chair de poule, mais j'espère que tu reposes en paix. À l'âge de 12 ans, ma mère m'a laissé rester dans le camion pendant qu'elle faisait les courses. Pendant que j'attends, je vois un vieux monsieur s'approcher du camion avec un regard indescriptible, comme si je savais trop de choses. Il s'arrête à 1,50 m du camion, me regarde pendant quelques secondes, puis repart exactement par où il est venu. C'était assez traumatisant et très déroutant à cet âge. 5 ou 6 ans plus tard, mon père me montrait des vidéos de famille de nous à Yellowstone. À Old Faithful, j'ai remarqué le même homme, le même regard, les mêmes vêtements, nous observant sur la caméra et me fixant à travers la télévision. Je panique à chaque fois que je raconte ça. Je travaille dans une laiterie et l'autre soir, j'ai dû nettoyer la salle de traite tout seul. Il n'y avait personne d'autre sur la propriété et pendant que je nettoyais, je voyais sans cesse quelque chose du coin de l'œil. On aurait dit un petit visage blanc à hauteur de genou qui me fixait. J'ai vu ce visage près des coins de la grange et quand je me retournais, il n'y avait rien, comme si ce que j'avais vu venait de disparaître derrière le coin. Puis, quand je suis sorti pour ouvrir la porte du corral, j'ai entendu quelqu'un me crier dessus. Même si tout le monde était parti, moi, un homme de 21 ans, j'ai appelé à la maison pour demander à mon père de venir m'aider à finir et à me calmer. Mais mes parents étaient sortis et personne n'a répondu. J'ai terminé, je suis rentré à la maison et j'ai dû rester là tout seul jusqu'à ce qu'il rentre. Une fois, ma femme et moi rentrions d'un dîner en ville. En rentrant, je l'ai trouvée comme d'habitude, assise à l'ordinateur en train de travailler. Rien d'inhabituel, sauf qu'elle entrait dans la maison avec moi. J'ai haussé les épaules et j'ai continué. Nous sommes allés nous coucher et je lui ai dit que je l'avais vue à l'ordinateur. Elle est devenue très sérieuse et m'a dit que quand j'ai ouvert la porte, elle s'est elle-même vue à l'ordinateur en train de travailler. C'est la chose la plus effrayante que j'ai vécue. Le fait que la fille de 2 ans de notre voisine pointait la télé quand elle était éteinte et nous disait que la personne à l'écran faisait des grimaces effrayantes et qu'elle voulait qu'elle parte ne nous a pas vraiment aidé à dormir cette nuit-là. Ma famille s'est décidé que nous allions participer à une chasse aux fantômes
organisés dans la ville voisine. Tard dans la nuit, l'activité se divisait en 3 parties. La première utilisant une planche Ouija avec un verre. Rien ne s'est produit. La seconde partie visait à contacter des esprits dans une pièce sombre, sans résultat. Les expériences viennent de la 3e partie, qui se déroulait dans un très vieux tribunal et où nous avons utilisé de la technologie. Tout d'abord, des thermomètres numériques étaient installés et l'un des membres de notre famille était assis en dessous de l'un d'eux. Ces thermomètres clignotaient quand la température baissait soudainement par rapport à l'ambiante, signe supposé d'un fantôme. Soudain, ce membre de la famille a sursauté, effrayé, et a changé de place pendant que les organisateurs nous expliquaient cela et ce que nous allions faire. Il a déclaré qu'il s'était soudainement senti extrêmement froid et engourdi. Et voilà que le thermomètre clignotait aussi et affichait des températures très basses, juste à l'endroit où il était assis. C'était déjà étrange, mais la seconde expérience l'était aussi. J'étais seul dans une pièce avec mon oncle. J'avais un détecteur champ électromagnétique qui s'allumait en présence d'un champ électromagnétique. Je sais que ces appareils fonctionnent, cependant je ne sais pas à quel point celui que je tenais était fiable. J'en ai un chez moi et il réagit bien aux vraies sources électriques, comme mon ordinateur et les prises électriques. L'autre appareil que j'avais s'appelait une Spirit Box, qui était censé détecter les mots que les fantômes essayaient de dire pour entrer en contact avec eux. Cet appareil ne m'a pas du tout convaincu. Et je ne suis toujours pas totalement convaincu par lui, mais je suis certainement plus curieux à son sujet. Je posais des questions et le détecteur champ électromagnétique clignotait en fonction de ces questions. Cela semblait fonctionner, mais il était impossible de dire si c'était légitime ou non. Je voulais toutefois tester les limites des questions fermées pour évaluer leur réalisme. Si un fantôme était réel, il pourrait sûrement répondre à n'importe quelle question binaire tant que je lui donne 2 options et le nombre correspondant de clignotements sur le détecteur champ électromagnétique pour chaque réponse, pas seulement oui ou non. Alors je l'ai fait. J'ai demandé à voix haute « Es-tu un homme ou une femme ?» Un flash pour homme, 2 flashs pour femme. Je n'étais alors pas sûr que cela marcherait et restais sceptique. Cependant, le champ électromagnétique a clignoté 2 fois. Et dans les 5 secondes qui ont suivi, la Spirit Box a affiché et prononcé à voix haute le mot « femme ». Deux appareils complètement indépendants ont confirmé simultanément la réponse que j'avais soi-disant obtenue. C'était très important pour moi et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver d'explication à cela. Les 2 appareils sont restés cohérents tout au long de la séance. J'espère qu'il existe quelque chose au-delà de la vie. Et pour moi, c'était un aperçu d'une véritable preuve. Ma petite amie est responsable là où elle travaille, et comme la pandémie a tout affecté, elle travaille depuis la maison. Elle ne peut pas se permettre de s'éloigner de son ordinateur trop longtemps, alors je prends le relais en m'occupant de la maison et en faisant les courses. Les courses comptaient à l'ordre du jour et je devais aller dans notre grand magasin de gros local pour acheter quelques trucs, puis à la quincaillerie et enfin au supermarché pour quelques articles pour le dîner. Le trajet jusqu'au magasin de gros a pris plus de temps que prévu à cause des travaux sur la route et j'étais très frustré et en colère au moment où je suis arrivé dans la rue et que je me dirigeais vers mon dernier arrêt. La circulation était alors modérée mais encore agacé par le désordre précédent. J'ai conduit plus agressivement que nécessaire. Je suis finalement arrivé au supermarché, et j'ai pris les articles nécessaires. Mais lorsque j'ai essayé de passer par l'une des caisses automatiques, cette fichue machine n'arrêtait pas de bugger, et ma frustration précédente a redoublé, au point qu'il m'a fallu tout mon self-control pour ne pas hurler des insultes contre elle. Mais j'ai réussi à récupérer mes articles et à retourner à mon véhicule. Je suis resté assis là un moment, laissant la climatisation me rafraîchir car il faisait assez chaud dehors. J'étais toujours agacé et frustré par cette expérience. Alors, j'ai essayé de me calmer et j'ai fait défiler mon téléphone pour me changer les idées. Alors que je regardais distraitement l'écran du coin de l'œil gauche, j'ai vu une femme s'approcher de l'entrée du magasin. Elle portait une chemise légère à manches de 3/4, un short grisâtre et une bordure noire. Ses cheveux étaient d'eau relevés en chignon à l'arrière de la tête et elle portait de grandes lunettes de soleil marron qu'elle ajustait de la main droite. Je l'ai observée un instant pendant qu'elle entrait dans le magasin. Maintenant, je ne sais pas si mon état émotionnel intense d'avant avait quelque chose à voir avec ça.
Mais pas plus d'une minute plus tard, exactement la même femme est repassée devant moi. Maintenant, laissez-moi être clair, ce n'était pas une autre personne qui ressemblait à cette femme, ni une jumelle, et la femme n'était pas retournée à son véhicule sans que je la voie. Ce n'était pas un déjà-vu. C'était la même femme, les mêmes vêtements, les mêmes cheveux et les mêmes lunettes de soleil qu'elle ajustait de la main droite exactement de la même manière qu'avant. Ma mâchoire est restée pendante en voyant cela. Je n'arrivais pas à comprendre. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. J'étais complètement terrifié. J'ai pensé retourner au magasin pour essayer de confirmer ce que j'avais vu, mais je savais que je n'avais pas rêvé et que c'était vraiment arrivé. Finalement, j'ai choisi de simplement rentrer chez moi. Parfois, je me demande si la matrice existe vraiment. Mon mari, ma fille et moi avons emménagé dans notre ferme de style colonial en octobre dernier. Elle a été construite en 1900, possède 5 acres boisés qui sont à environ quelques kilomètres de zone protégée et nous avons 2 voisins éloignés, tous deux des personnes âgées à la retraite qui viendraient en voiture jusqu'à chez nous s'ils avaient besoin de nous voir, ce que l'un d'eux a déjà fait et ils ont l'air sympathiques. Quand nous avons emménagé dans la maison, ma fille a commencé à parler d'un oncle Fungo et ne voulait pas en dire plus, sauf pour dire que oncle Fungo est ici. Elle avait 2 ans et demi, donc j'ai pensé que ça venait de l'émission qu'elle regarde, et c'est peut-être toujours le cas. Elle en parlait surtout en jouant avec ses jouets dans le bain. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle dise en jouant « Les filles, c'est nul ». J'étais horrifié, puisqu'elle n'est jamais en contact avec quelqu'un qui dirait ce genre de choses. En plus, toutes les émissions qu'elle regarde sont adaptées qu'à son âge. Alors, où a-t-elle entendu ça ? Je lui demande et elle me dit que c'est l'oncle Fungo qui l'a dit. Bref, j'ai laissé tomber le sujet, un peu mal à l'aise, mais heureusement, elle n'en a plus jamais reparlé. C'était étrange, elle n'avait jamais inventé de personne auparavant. Nous avons aussi eu une malchance incroyable en vivant ici. Mais nous aimons quand même cet endroit, et je n'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de mauvais ou de maléfique dans la maison. En explorant la forêt, j'ai trouvé l'épave d'une vieille voiture, sans doute écrasée en bas de la colline et abandonnée. Les arbres ont poussé, rendant l'endroit sombre. Ça a dû être un grave accident aussi, vu l'état dans lequel elle est. C'est un peu étrange et inquiétant. Je ne sais pas si ça veut dire que l'endroit est hanté ou non. C'est juste les coups qui me dérangent. En janvier dernier, mes filles jouaient dans le salon, et elles peuvent voir le bureau depuis là-bas. Elle me crie depuis la cuisine qu'elle voit quelque chose dans le bureau et qu'elle est bouleversée. J'allume la lumière là-bas, puisque cette pièce est généralement sombre et il n'y a rien. Je retourne à la cuisine et j'entends un coup très fort à ce qui semble être la porte d'entrée. Ma fille lui crie « Visiteur !» et nous allons tous les deux à la porte de derrière pour ne trouver personne. Aucune voiture aux alentours et il est peu probable qu'un plaisantin de passage ait frappé vu notre emplacement. Ça m'a tellement fait flipper que j'ai appelé mon mari. Il a dit que c'était probablement un pic vert. Ça ne ressemblait en rien à un pic vert, mais j'ai laissé tomber. Des mois ont passé, l'année a été difficile. Je n'avais pas l'esprit à des choses étranges. Hier encore, ma fille et moi nous préparions pour son cours de danse, et nous avons entendu un coup plus normal. Nous l'avons tous les deux entendu et pensé que c'était notre voisin en voiture. Malheureusement, ce n'était pas lui, et je suis paniqué. C'est encore ce coup frappé. Nous avons entendu beaucoup d'autres bruits dans la maison, mais celui-là est tellement particulier. Depuis que je suis enfant, il m'arrive parfois ce que j'appelle le phénomène de doublement autour de moi. Je mets quelque chose dans ma poche et je le retrouve dans une autre poche, ainsi que dans la poche d'origine où je l'avais mis. Oui, c'est déjà arrivé avec de l'argent, surtout quand j'étais adolescent en colonie de vacances. Les responsables portaient des badges plastiques gravés à leur nom, alors qu'on n'en avait reçu qu'un par personne. Je gardais le mien entre mon chapeau et ma chemise. À la fin du camp, j'ai mis toutes mes affaires dans un sac et je suis rentré chez moi. Plus tard, quand je déballe, la première chose que je fais, c'est de sortir mon chapeau avec mon étiquette dedans. Et bien sûr, 1 minute plus tard, je sors une chemise avec la même étiquette de nom épinglée dessus. J'ai aussi vécu un phénomène similaire quand j'étais enfant. Cela arrivait quotidiennement pendant quelques années, mais je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Quelqu'un mettait quelque chose dans sa poche ou son sac à dos, mais quand il allait le prendre plus tard, c'était introuvable.
Je mettais la main dans ma poche ou mon sac et le sortais. Au départ, on m'a accusé de vol, mais après plusieurs incidents, alors que je n'étais même pas proche des victimes, mes amis et camarades ont cessé de m'accuser. Ils ont finalement accepté que cela arrive autour de moi. La morale de l'histoire, je suis un faussaire et un pickpocket quantique. Ma maison est hantée par de nombreux esprits, enfants et adultes, auxquels j'ai tous donné un nom. Une petite fille appelée Mizu, un chat appelé Muffin et un grand fantôme appelé Monsieur Non. Une dame dans le garage appelée Isabelle et une créature à 4 pattes appelée Sal. Un groupe de 3 fantômes, surnommés les 3 mousquetaires, aiment dire au revoir. Ils sont généralement assez amicaux mais peuvent devenir hostiles. Il y a une histoire à propos de Sal que j'aimerais partager. J'ai perdu le câble de mon Apple Télévision il y a 1 à 2 semaines. J'étais sur le point de faire une crise de panique parce que je savais que ma mère allait me battre à mort si je ne le retrouvais pas. Donc j'étais en train de paniquer sévèrement dans la cuisine quand quelque chose a attiré mon attention. Ça semblait humain, mais marchait à 4 pattes de façon étrange. J'ai cligné des yeux une seconde et je l'ai vu courir vers ma chambre. Je cours rapidement vers ma porte et la claque. Je m'appuie contre la porte et j'essaie de l'empêcher d'entrer. À ce moment-là, j'étais aussi en train d'envoyer un message à mon ami à propos de ça quand, tout à coup, il a commencé à pousser sur la porte encore et encore, comme s'il essayait d'entrer. Je commence à pleurer parce que j'avais peur et, après un moment, je l'entends partir. Je me lève et j'éteins mes lumières. Je commence à m'endormir quand 3 voix différentes murmurent « Moi, tu... bonne stutin » depuis mon placard. J'ai fini par m'endormir après ça.